Bonsoir, chers supporters, bienvenue pour un nouveau podcast du Club Paname. On s'était quitté après une défaite contre Marseille. Depuis, pas mal de choses ont changé, que ce soit sur le terrain où Paris s'est ressaisi avec 3 victoires consécutives, mais surtout hors terrain où ça a chauffé en coulisses. On va commencer par parler tranquillement du jeu et on fera un focus ensuite sur tout ce qui s'est passé, la guerre déclarée Leonardo Tourelle, le mercato, les sanctions du PSG. Et d'autres petites choses encore. On va commencer tout de suite donc par un retour rapide sur les victoires contre Nice, Reims et Angers. Bon, Nice, on passera dessus, c'était il y a trop longtemps sur Reims et Angers. Je vais juste vous poser une question, on ne va pas faire un focus vraiment sur les matchs, mais est-ce que vous avez vu du mieux dans le jeu, notamment avec ce milieu un peu plus audacieux aligné Drayas, est-ce que tu as vu du mieux dans le jeu? Oui. Même du mieux, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du mieux, j'ai trouvé qu'il y avait des déséquilibres qui étaient intelligents. C'était particulièrement criant à Reims, un petit peu moins à... C'était quoi le dernier match déjà? Angers. Un petit peu moins à Angers, où on a vraiment fait un très bon départ pendant 15 minutes, et puis après on s'est installé dans une espèce de routine où on n'arrivait plus vraiment à être dangereux. Mais déjà, il y a l'efficacité qui revient, il y a la capacité à se projeter en nombre, l'abolition de la notion de sous-nombre. Il y a clairement du positif, oui. J'ai oublié de vous présenter, donc il y avait Drayas avec nous, il y a Lionel. Donc Lionel, bonsoir, et même question, est-ce que tu as vu du mieux dans le jeu? Oui, tout à fait. Surtout au niveau du bloc, on avait l'impression qu'il y avait moins cette distance entre la défense et l'attaque, ce qui permettait au milieu de terrain de ne pas devoir couvrir trop de kilomètres, et ça permettait un pressing plus intéressant. Après, c'est Reims qu'on gagne 2-0, c'est ça? Oui. Contre Reims, on a fait une bonne première mi-temps. La deuxième, je suis assez d'accord avec l'analyse de Tuchel. Il était un peu moins satisfait de la prestation de l'équipe. Contre Angers, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était un bon match, c'était un match agréable à regarder. C'était appréciable. Alors, tu parles du bloc équipe un peu retrouvé. Est-ce que pour toi, c'est dû à un milieu un peu plus haut ou c'est dû aussi notamment à la défense centrale Kimpembe Marquinhos? Pardon, vas-y, Lionel. Pour moi, c'est dû avant tout à une défense qui appuie un peu plus ses milieux de terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette défense qui recule, cette attaque qui ne se replace pas, et donc qui fait que les milieux de terrain ont un no man's land devant eux. Là, ils ont vraiment une équipe qui avance avec eux, et on le voit aussi, ça permet aux attaquants donc, de presser un peu plus haut, à tout le monde de presser plus haut, et on l'a vu plusieurs fois, par exemple Kimpembe ou Marquinhos venaient récupérer des ballons dans les 35 mètres, ne pas lâcher. Et je pense que ça permet au milieu de terrain d'avoir moins de travail, moins de kilomètres à parcourir pendant le match. Seb? Oui, je pense que les deux combinés, c'est à la fois tu as un milieu de terrain où tu te retrouves avec des joueurs contre Angers, contre Reims, celui qui a vraiment fait la différence à ce niveau-là, c'était Neymar, et contre Angers, c'est Draxler qui a été très séduisant, qui vont apporter enfin une solution pour le milieu pour relancer. Comme l'a très bien dit comme l'a très bien dit Lionel. Avoir une défense qui se préoccupe d'abord de positionner le bloc avant de se préoccuper de ce qui se passe derrière eux, et faire confiance sur ses acquis pour revenir quand c'est nécessaire. Ça fait une grande différence. Tu avais parlé des déclats de Marquinhos, du vrai capitaine. Je sais, mais justement, j'essaie de les retrouver, j'arrive pas à les retrouver. Mais en gros, en substance, il a dit que c'était important d'avoir la charnière qui accompagnait le bloc. Et peut-être de risquer un déséquilibre, mais d'avoir ce soutien-là, parce que ça permettait notamment de récupérer la balle très vite. Et c'est une déclaration que n'aurait pas fait Thiago Silva, et c'est une des grandes différences avec Thiago Silva. Mais après, on va pas forcément revenir sur Thiago Silva en long, en large, en travers, c'est pas forcément utile. Chelsea tranquillement. Donc on a eu un milieu aligné un peu plus audacieux. À Reims, on s'est retrouvé avec Paredes, Neymar, Draxler au milieu. Et contre Angers, c'était donc Verratti et je ne sais plus, aidez-moi. Verratti, Paredes et Draxler. Et Draxler qui était plus les droits de 3-1. Est-ce que pour vous, c'est un milieu qui est circonstanciel au vu des absences du retour de Gueye, ou c'est passager? Drayas, tu as une idée là-dessus? Il y a une problématique, c'est que Gueye a signé contre Angers ses meilleures 20 minutes au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, où tout à coup le mec il a clairement des déficiences techniques, mais elle ne pèse pas du tout sur le jeu. Il était capable en permanence d'apporter de surnombre, il tente une frappe qui est très belle, donc il va mettre un petit peu à mal ce que tu viens de dire.
Mais oui, c'est-à-dire que Si on est face à un an pour 20 minutes. c'est que tout à coup, Thomas Tuchel s'est retrouvé dans une circonstance où il était obligé d'avoir un homme sur le terrain qui était un homme qui de facto, allait se placer plus haut sur le terrain. Et ça a apporté quelque chose. Et il faut voir ce que le retour de Gay va impliquer ou comment est-ce qu'il va utiliser Danilo et tout ça. Mais ça, on en parlera plus tard. Lionel, toi, tu penses que c'est circonstanciel ou passager du coup? Ben, je pense que c'est passager, c'est aussi le recrutement. Il y a Danilo et peut-être l'arrivée de Rafinha se concrétise. Ça changera un peu la donne. Après, il faudra voir, comme dit Drayas, l'apport de Danilo, qu'est-ce qu'il apportera à l'équipe et tout cela, quoi. Ok. On va parler un peu des individualités qu'on a le plus vues sur les 3 derniers matchs. On ne va pas forcément parler des stars, puisque je pense qu'on sera un peu tous d'accord. On va faire un petit focus sur des joueurs de complément ou des joueurs qui reviennent. On va commencer par Baker. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois matchs? Lionel commence. Ben, je pense que c'est un joueur qui a le potentiel pour devenir, on va dire, un joueur correct de Ligue 1. Je ne pense pas qu'il puisse aller plus haut que la Ligue 1. Il a des défauts, mais je trouve que pour l'instant, ce qu'il montre est suffisant pour le niveau actuel. Après, c'est pas un joueur exceptionnel, mais il a du coffre, il est capable de monter, descendre. Physiquement, c'est un joueur qui est assez solide. Après, comme on dit, c'est un joueur qui est perfectible, mais je ne pense pas que ça deviendra un top latéral gauche. Après, on ne sait jamais. Hein. Quand on voit Bounassar qui aujourd'hui signe au Bayern, si c'est un joueur qui est bosseur et autres, peut-être qu'il peut aller plus haut que le potentiel qu'il a là. Est-ce que tu as pensé de Baker et pour toi, est-ce qu'il y a match avec Kurzawa maintenant, avec l'absence de Bernat? Alors, le truc, c'est qu'il faut mettre en relation Baker avec la présence de Florenzi. C'est quelque chose que faisait beaucoup Tourelle la saison passée avec Bernat en l'associant avec de l'autre côté Kehrer. C'est-à-dire que Tourelle semble estimer, à tort ou à raison, que quand tu as un latéral qui est très offensif, qui peut avoir des délicatesses pour défendre, il aime bien avoir de l'autre côté un latéral qui va pas forcément avoir des facilités pour attaquer, mais aura plus de certitude défensive. Et si on le juge sur ce chapitre-là, il a été très bon, en fait. Il a été très bon, il taf. Pardon, Lionel, tu disais? Vas-y, finis, je te laisse couper. Si on juge sur ce chapitre-là, il a été bon. Alors après, bien sûr, défensivement, il y en a qui sont meilleurs, mais il a fait le taf, il a répondu présent. Et ça permettait, entre autres, à Marquis, en ayant un mec qui était un peu plus derrière, de mieux couvrir le côté droit où Florenzi était plus en délicatesse. Et donc, ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est une solution d'avenir? Non, dans un monde idéal, c'est pas ce que tu aimerais. Tu aimerais avoir deux mecs qui soient sur les côtés, qui soient capables de monter et d'avoir des milieux qui aient l'intelligence pour couper pour amener un dédoublement sur les ailes, chose qu'on voit trop peu au Paris Saint-Germain. Mais dans le contexte actuel, j'ai trouvé son apport sur les 3 derniers matchs très intéressant et intéressant par rapport au futur et au futur de cette équipe et les limites qu'a cette équipe. Enfin, moi, j'ai trouvé quand même que son placement il a eu un placement assez haut. Après, c'est un joueur qui est un peu limité, qui n'est pas très très bon offensivement, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment conclure sur le fait de dire, comme Tuchel faisait l'année dernière avec Bernat à gauche et qui est à droite, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, il n'a qu'une seule solution à gauche, c'est Baker, puisque Kurzawa étant suspendu Bien et sûr. Bernat blessé. Donc, on ne peut pas en conclure définitivement qu'il veut avoir un plus défensif et un moins offensif. Enfin, un plus défensif et un plus offensif. Il faudrait voir en cours de saison si il reste dans ce chemin-là ou en repassant avec un 4-3-3, si on a le terrain plus fourni, il accepte que les latéraux se positionnent plus haut. C'est vrai que quand on joue avec plus de défensifs au milieu, ça n'empêchait pas de mettre Meunier et Bernat. Oui, mais parce que tu avais plus de défensifs au milieu. Oui, ce qui n'était pas le cas. Mais il y a par exemple des matchs l'année dernière où tu aurais pu te retrouver avec Meunier et tu t'es retrouvé avec Kerrer. Parce que tu n'avais pas forcément ces défensifs au milieu. Et il y a quand même quelque chose qu'on retrouve. Et quand tu parles du fait qu'il monte, oui, à ce compte-là, on peut aussi parler des quelques montées de Kerrer. C'est pas parce qu'il monte 2-3 fois dans le match. Son apport a clairement été plus derrière et dans le fait d'être capable de couvrir un couloir à lui tout seul. Et ça a vraiment été ça, son apport sur le match. Les quelques montées qu'il fait, oui, tu peux les comparer à celles de Kerrer. Kerrer aussi en fait des montées. Mais c'est juste qu'avec une fréquence et une efficacité dans les montées qui est complètement insuffisante. Je pense qu'il parle de son positionnement moyen. Ouais, mais au-delà du positionnement moyen,
Oui, oui. Enfin, Lionel, tu veux réagir ou c'est bon? Non, non, Tu es en train de regarder. on va pas faire un débat sur Becker. Non, on va pas faire un débat sur Baker Kurzawa, je pense que c'est pas le plus intéressant. Bon, on a parlé de l'autre latéral, donc Florenzi qui prend petit à petit ses marques. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs à Reims et Angers? Vous l'avez des vis-à-vis notamment un peu plus vifs offensivement. Est-ce qu'on a vu ses limites, Drayas? on a vu ses limites, mais moi j'aime beaucoup le joueur. J'ai beaucoup aimé son apport, j'aime beaucoup son attitude, sa capacité. Il est encore un peu trop sous-utilisé, je trouve. Il fait encore, enfin, c'est toujours un des bugs au Paris Saint-Germain, hein. C'est l'incapacité à suffisamment utiliser les latéraux quand ils montent. Mais, bon, alors déjà, quel but, quel centre sur son premier match. Et vraiment, on sent que c'est un joueur qui est capable de manier le ballon, qui est capable de la recevoir, de la redistribuer rapidement, qui est capable de centrer, enfin, pour moi, ouais, j'ai beaucoup aimé, quoi. Lionel? C'est un très bon joueur. Après, c'est un latéral moderne, c'est-à-dire que défensivement, c'est pas un top joueur, mais offensivement, on voit que c'est un joueur qui, à mon humble avis, bon, dans un club de Ligue 1, serait capable de jouer 8, 10 sans problème. C'est une bonne recrue. Après, il faudra voir sur la durée. Est-ce que physiquement, avec ses genoux, est-ce qu'il est capable de répéter les matchs tous les 3 jours? Ça sera l'interrogation. Mais pour l'instant, je suis agréablement surpris et assez content. Surtout que je n'étais pas un grand fan de Thomas Meunier. Donc, pour vous, pour le moment, c'est une bonne recrue. Il faudra voir un adversaire peut-être un peu plus fort. Un autre joueur là qui enchaîne les matchs, qui revient un peu, c'est Draxler, donc qui a joué milieu contre un ailier droit en l'absence de démarrage contre Angers. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance et est-ce que ça peut être comme une nouvelle recrue, en tout cas une bonne solution pour Paris cette année, Drayas? Clairement, surtout qu'il est clairement accroché à sa présence à Paris. Et il a clairement montré qu'il voulait pas partir, donc on va être obligé de l'avoir et à partir de là, autant l'utiliser. Après, est-ce que, notamment, enfin, il y a une rumeur pour Rafinha, etc. Si tu as certaines recrues, est-ce que ça ferait vraiment sens par rapport à ça? Mais il est clairement un joueur qui est capable de jouer dans cette position qui nous fait tant défaut, d'être ce relais entre le milieu et l'attaque. Et il l'a très bien montré, peut-être encore plus contre Angers que contre Reims. Et clairement. Lionel? Après, Draxler est dans une position aujourd'hui où il a tout intérêt à hausser le niveau. Il lui reste une année de contrat, il a l'Euro à jouer l'année prochaine. Il n'a pas envie de partir, donc il sait pertinemment que son temps de jeu passera par des performances d'un niveau bien plus intéressant que ce qu'on a pu voir les 2 dernières saisons. Donc oui, je pense que ça peut être une recrue cette année. Après, est-ce que ce sera le temps d'une année pour essayer de trouver un bon contrat la saison prochaine? Bon, si c'est le cas, j'ai envie de dire que tout le monde serait gagnant dans l'histoire. On aurait un joueur performant et lui, il pourra se valoriser pour rebondir ailleurs. Il trouvait un bon contrat, ouais. Et un dernier joueur, allez, pour faire plaisir à Seb, Icardi, qui a retrouvé le chemin des filets avec un doublé contre Reims, un match contre Angers où il n'a pas marqué, on va dire qu'il avait un rôle un peu plus ingrat. Je vais te poser la question, est-ce que Icardi retrouve petit à petit son niveau et est-ce que c'est suffisant? Je ne vais pas forcément répondre exactement à la question, je vais répondre de manière plus subjective. Malheureusement, il n'a pas confirmé à Reims, ça aurait été formidable. C'est contre Angers, ouais, ça aurait été formidable s'il avait pu confirmer par un nouveau but, ça aurait vraiment relancé cette dynamique. Après, comme tu le dis, c'est la manière avec laquelle il a été utilisé et son rôle sur le terrain. Les opportunités de frappe qu'il a contre Angers sont très rares et je crois que c'est sa première opportunité, elle est à la 70e, alors il se rate, mais enfin, voilà, il est très très peu utilisé pour ça. Par contre, il est énormément utilisé pour peser sur la défense, pour attirer les défenseurs et aussi défensivement. Maintenant, quand il sert juste à ça, effectivement, son apport apparaît limité parce qu'il va être bon sur 2-3 prises de balles et 2-3 déviations, mais c'est pas suffisant. Et ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Lionel, ton avis sur Icardi? Alors, je ne sais plus c'est lequel des matchs, il me semble que c'est le second, où je l'ai vu pas mal redescendre pour participer un peu plus au jeu. Alors, moi, j'ai pas les stats, mais peut-être que Basto pourra nous les donner. J'ai l'impression qu'il a touché beaucoup plus de ballons contre Angers que sa moyenne habituelle. Après, je peux me tromper. Je vais te dire ça, vas-y, continue, je vais te dire.
Donc, après, c'est un profil qui correspond pas forcément au style de jeu de l'équipe. Quand tu as un joueur comme Neymar ou Mbappé qui sont capables aussi de marquer des buts et qui ont envie d'en marquer et qui ont aussi cette capacité de jouer ensemble, je pense que oui, ils vont essayer de le mettre en confiance dans certains matchs, mais dans d'autres, l'objectif, c'est quand même de pouvoir eux aussi gonfler leurs statistiques. C'est ce qui fait que c'est pas forcément. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'avoir une équipe construite autour de lui, où lui est le buteur principal. Et quand tu as autant de joueurs capables de marquer autant de buts dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, ça complique le fait qu'il puisse être indispensable ou pas à l'équipe, quoi. Un truc qu'on n'a pas encore assez vu ou utilisé, c'est l'association Florenzi-Icardi qui pourrait être intéressante. On n'a pas encore vu beaucoup de centres de Florenzi pour Icardi. Alors, Lionel, ton impression est fausse. Icardi a touché 22 ballons contre Reims et 18 contre Angers. D'accord. Donc c'est peut-être. Non, mais je sais qu'il y a un des deux matchs, je sais plus c'est lequel, mais je pense que c'est plus Angers et au niveau de la hitmap. Alors, au niveau de la hitmap, Icardi est un peu partout contre Reims. Ouais. Il est dans sa surface, il est plus au milieu, ouais. D'accord. Donc je sais plus c'était quel match, mais je sais qu'il y a un des matchs où je l'ai vu venir un peu plus récupérer, enfin participer au jeu, être un peu plus présent au bout de terrain, rester moins souvent dans la surface. C'est sûrement contre Reims. Il est au-delà des ballons qu'il touche, en fait. Ouais. C'est ça le paradoxe de joueur, c'est qu'il est extrêmement utile dans le jeu sans ballon, mais pas du tout à la même manière que Cavani. C'est-à-dire qu'il est utile dans les premiers pressings, et ensuite de ça, il est utile en tant que deuxième homme. C'est-à-dire qu'il va participer au pressing, il va participer à la récupération, même s'il n'est pas actif, c'est pas celui qui va récupérer la balle. Et il est très particulier à juger pour ça. Mais je pense que c'est Thomas Tuchel qui le disait beaucoup, qu'Icardi fait un travail défensif qui est très important en fait pour l'équipe. Après, dans l'absolu, j'ai presque envie de te dire que je préfère qu'il ne participe pas trop au jeu, parce que quand tu voyais Cavani, bon, c'est un joueur qui se battait énormément, qui courait partout, etc. Mais quand il participait au jeu, souvent quand le ballon arrivait sur lui, ça pouvait casser une contre-attaque, quoi que ce soit, c'était plus intéressant. Mais paradoxalement, quand tu regardes le match contre Angers, c'est un match où il est servi dans une position de frappe à la 70 ou 75e. Et avant ça, il est surtout utilisé pour attirer la défense et pour ouvrir la défense pour les autres. Et il est vraiment utilisé pour ça. Et je pense que c'est vraiment des consignes de Tourelle à ce niveau-là, où clairement le joueur n'est pas assez trouvé, mais c'est pas forcément. Enfin, je pense que c'est dû à des consignes plus qu'à la réalité du joueur en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, si tu veux, toi, nous, en tant que supporters, bien sûr, on aimerait le voir beaucoup plus souvent dans des positions de frappe. Mais si tu as le coach qui va lui demander quelque chose qui est différent pour d'autres raisons, avec d'autres motivations, on risque de pas être content pour ça, mais c'est pas pour autant qu'il est inutile dans le jeu, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Pour ta réponse, avec les positions moyennes, c'est contre Angers où il touche 2 tiers de ses ballons dans la zone du milieu de terrain, comme un 6-8, quoi. Ouais. Pour libérer l'espace, notamment à Florenzi et Mbappé, et Draxler d'ailleurs. On a fait un point rapide donc sur le jeu. On va passer à ce qui s'est le plus passé. C'est plus hors terrain qu'il y a eu de l'actualité au PSG dernièrement. On va commencer donc par les sanctions définitives de PSG-OM. Neymar et Alvaro, aucune sanction. La Ligue ne s'est pas prononcée parce qu'ils estiment que la lecture labiale n'est pas suffisante pour donner une sanction. Et Di Maria donc, a pris ses 4 matchs de suspension pour crachat, en période de Covid notamment. Est-ce que vous estimez que c'est des sanctions ou absence de sanctions logiques, ou est-ce que vous estimez comme d'autres que c'est un mauvais message envoyé par la Ligue dans cette affaire de racisme, Dreyas? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'ils auraient dû être sanctionnés pour leur attitude et pour l'image générale renvoyée par les deux équipes sur le terrain. C'est-à-dire qu'indépendamment des insultes raciales qui ne pouvaient pas être prouvées, il y a eu clairement des insultes qui ont été échangées, ça a été filmé dans tous les sens, et ne serait-ce que pour avoir insulté, pour les mauvais coups et pour l'image renvoyée, le fait de les sanctionner, non pas pour insultes racistes et non pas pour machin, ça aurait fait sens. Et j'aurais pas trouvé grand-chose à redire si les deux avaient pris 3 matchs plus un avec sursis, dû à ce match et avec tout le brouhaha qui existe.
En sortir avec rien, tu as l'impression que oui, ça donne raison à tous les gens qui vont dire oui, il y a Puma qui est derrière, qui a voulu arranger le coup, qui a fait pression sur la Ligue, alors que je pense que la Ligue, elle est honnête, je pense que la Ligue, elle est profondément indépendante. Mais voilà, je trouve que l'image qui a été renvoyée, elle est pas optimale, quoi. Optimale. Lionel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Puma, alors pas vis-à-vis de la Ligue, mais même par rapport à la relation entre les deux clubs. Moi, je reste persuadé qu'il y a eu des choses qui se sont dites. Après, je suis d'accord avec Braias sur le fait de dire qu'ils auraient dû être sanctionnés, même si on ne peut pas prouver les propos qui ont été tenus, mais par rapport aux attitudes, puisqu'on sait qu'il y a eu des sortes d'insultes. Et puis l'image qui a été donnée pendant ce match a été catastrophique. Donc je pense qu'au moins, même si on ne donnait pas 10 matchs ou 15 matchs, mais donner 2 à 3 matchs par rapport à tout le buzz, l'attitude qui a été faite, l'attitude qui a été montrée et les insultes qui ont été changées, qu'elles soient racistes ou pas racistes, parce que dans tous les cas, les insultes, même si on sait tous que ça existe sur le terrain, ça ne doit pas se faire. Je pense que par rapport à cela, oui, ils auraient dû être tous les deux suspendus, 2 à 3 matchs. Et à mon avis, ça aurait permis d'apaiser un peu les choses autour de ce match. Je vais me permettre de revenir sur un truc que tu as dit, c'est pas que pour moi, c'est pas que ça doit pas se faire, c'est que ça doit pas être mis en avant. Et la problématique de ce match, c'est qu'il y a que ça qui a été mis en avant. C'est-à-dire qu'en soi, les insultes, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, etc. Mais quand tu te retrouves tout à coup dans l'actualité à ne parler que d'insultes, qu'elles aient été potentiellement racistes ou pas, c'est les insultes qui sont mises en avant, c'est la première chose que tu vois, c'est la première chose sur laquelle c'est communiqué, c'est une image qui est déplorable et ça doit être sanctionné. Après, le fait d'être une pute sur le terrain, c'est aussi une qualité, il ne faudrait pas non plus retirer complètement cette qualité. Ouais, on a un joueur c'est Bernat, pour le citer, qui est revenu là-dessus, qui dit justement qu'effectivement, ces dernières années, Paris n'ont pas forcément une bonne image tout le temps. Il faut s'améliorer là-dessus. C'est le seul joueur qui a parlé. Bon, il est blessé, c'est peut-être plus facile. On va faire un petit focus sur Neymar. Donc, au début, il est passé du rôle vraiment de la victime sur cette affaire. Et petit à petit, on est arrivé sur un autre point, c'est ce Neymar qui crée des problèmes, un Neymar un petit peu immature. Est-ce que ce soit là-dessus ou avec le total de son passif, est-ce que vous estimez que Neymar, c'est un problème ou une solution pour le PSG, Lionel? Pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, sportivement, quand il est à son meilleur niveau, c'est une solution. Bon, c'est indéniable. Maintenant, c'est un joueur qui, depuis le début de sa carrière, chaque année, chaque saison, il y a un souci avec lui, que ce soit sur les terrains, que ce soit extra-sportif. Donc, c'est un joueur qui est très difficile à gérer et on peut le voir. Enfin, après, c'est toujours c'est des informations qui sont données par les journalistes. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies, on ne sait pas. Mais quand Riolo dit que Nike n'a rien fait pour le retenir, il était presque même content de s'en débarrasser, ça le montre. C'est un joueur qui... Quoi qui était content de s'en débarrasser? J'ai pas Leonardo entendu. était prêt à s'en débarrasser. Ah non, Nike. Qui? Nike a été très content de s'en débarrasser. Nike n'aurait pas fait le forcing. Ouais. Okay. Donc, c'est un joueur qui est exceptionnel. Quand tu le vois jouer, tu ne peux pas ne pas apprécier de voir un tel joueur sur le terrain. Mais c'est un joueur pour moi, enfin, après c'est qu'à mon niveau, c'est difficile d'avoir une véritable attache à ce joueur, de créer un lien d'affection avec ce joueur. Bon, enfin, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Donc, si demain matin, enfin, tant qu'il se comporte correctement et que il a le niveau qu'il a à l'heure actuelle, forcément, on peut être que content de l'avoir au club. Mais demain matin, si financièrement le club s'y retrouve et qu'il doit partir, c'est pas un joueur que je vais pleurer en tout cas. Dès que tu regretteras, quoi. Non, dès que je sais très bien que on peut s'affaiblir sportivement si on ne recrute pas correctement derrière. Mais je pense que c'est pas un joueur où je vais garder une attache, comme par exemple il y avait le départ de Paoletta, Rai, qui était moins fort que lui, hein, mais où tu crées un lien d'affection avec ce joueur. C'est parce que tu partages cet avis ou pas du tout? Un peu. Enfin, Neymar, c'est un paradoxe. De toute façon, Neymar, quand il n'est pas dans ton club, clairement, c'est une pute.
C'est qu'une petite salope, c'est etc. etc. Tout, Encore une fois, on aura chié pas sur le dos. Déjà, l'autre fois, elle nous a appelé pour tes propos. Ah, pardon. Non, mais c'est difficile d'avoir un autre avis. Quand tu l'as dans ton club et que tu le vois un peu plus au quotidien, tu as une lecture un petit peu plus nuancée où tu te rends compte, en fait, c'est que c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste un mec un peu naïf, un peu con et foncièrement puéril, en fait. C'est comme un gamin un peu capricieux à qui on a cédé trop de choses et il a du mal à grandir. Après, tu sais, il y a une part où il provoque et une part où il a pas de chance aussi. Tu sais, enfin, quand il se prend la plainte de la nana, il y a combien de joueurs à qui ça aurait pu arriver? Bon, bah lui, ça lui arrive, quoi. Là, l'histoire, si on déroule l'histoire du racisme, il y a forcément un truc qui a été dit par Alvaro. Alors, soit Neymar n'a pas compris, mais en même temps, Neymar lui a demandé de répéter. Ensuite de ça, il est allé voir l'arbitre. Combien de fois Neymar fait ça? Enfin, il y a à la fois il provoque, à la fois il n'a pas de chance, et à l'arrivée, ce qui reste, c'est qu'effectivement, c'est toujours sur lui que ça tombe, c'est toujours par lui que ça vient, et c'est beaucoup. Maintenant, moi, je serais un chouïa moins dur que toi, juste dans le sens où quand tu le vois d'un peu plus près, tu te rends compte que c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste un gamin un peu capricieux et il est un peu chiant. Et comme tu le dis, quand il est sur le terrain, bah, il est extraordinaire. Et après, il y a la réalité. C'est-à-dire que moi, je crois, mais je peux me tromper là-dessus, hein, mais je crois que ce sera beaucoup plus facile de prolonger Neymar que Kylian Mbappé. Et si tu veux garder une star qui fait vendre des billets, etc. Parce qu'aussi clivant que soit Neymar, faut pas ignorer une chose, même si Nike est content de s'en débarrasser, même si etc. C'est un mec qui au niveau marketing pèse très très lourd. Et si tu veux en garder un des deux, a priori, il y a plus de chances que tu puisses garder Neymar. Et peut-être que c'est ce qui va se passer. Mais c'est peut-être dû à ça que tu as plus de chances de garder Neymar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club qui t'a aligné les billets va plus se pencher sur Mbappé, et pour sa jeunesse et son potentiel, et pour l'attitude qu'il dégage. Ça, de toute façon. Mais au-delà de l'attitude qu'il dégage, le mec qui est tout le temps monsieur propre va pas forcément autant vendre que le mec qui crée autant de polémiques, qui machin, qui est à la fois aimé et détesté, qui est complètement clivant et qui. Enfin, Neymar, c'est monstrueux au niveau réseau social et Alvaro peut en dire quelque chose, quoi. Oui, Alvaro qui a reçu des menaces de la team Neymar, pas forcément de Neymar lui-même, mais des fans de Neymar, de la fanbase de Neymar. Même pas de la team Neymar, c'est qui a reçu des menaces du monde entier. D'ailleurs, c'est ce qu'Alvaro a déclaré, c'est qu'il n'a pas forcément conscience de sa team qu'il a derrière. Je pense que Neymar, c'est juste un mec qui a été hyper protégé dans une bulle de tu vas être le meilleur joueur du monde, mon fils. Et qui a pas vraiment mûri par rapport à ça. Enfin, je me souviens que moi, la lecture que j'avais de Neymar quand il était au FC Barcelone, c'est que c'était une pute finie. Une fois que tu le vois d'un peu plus près, tu te rends compte que c'est un peu plus nuancé que ça. Mais tu comprends que les gens puissent le vivre de cette manière. En tout cas, il est aussi créatif sur le terrain qu'en dehors terrain. C'est vrai qu'il nous invente des choses. Je frappe un supporter, après la finale qu'on traîne. J'insulte l'arbitre sur Instagram. On se demande ce qu'il va nous faire la prochaine fois. Mais... Ouais, puis même, j'ai l'impression qu'il a tout fait. Mais demande-toi combien de mecs se sont fait prendre par une nana. Oui, j'avais vu. Et lui, ça fait ça. Mais c'est arrivé à combien de fouteux d'avoir ce genre de truc. Voilà. Tout tombe sur lui. Quand ça arrive à Ronaldo, c'est négocié en discret. Même Ronaldo, c'est un viol. Ronaldinho, mais c'était après sa carrière. Voilà. Neymar, c'est vrai que ça tombe tout de suite. Neymar, c'est... Le mec, mais après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait, et base-toi après m'argumenter, qu'entre Neymar et Mbappé, le plus simple à garder, ce sera Neymar. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les clubs n'ont pas envie forcément de gérer un Neymar. Et lui, c'est pertinemment, il le sait, sur le marché. Enfin, chaque année, son père ou ses agents interrogent un peu le marché. Et je pense qu'il sait pertinemment que contractuellement parlant, il ne trouvera pas mieux que Paris. Et sans compter qu'en plus, s'il veut retourner en Espagne avec tout le problème qu'il a avec le fisc, c'est pas possible. Espagne, c'est mort. Oui, on rappelle que Espagne, c'est fini. Il n'y retournera jamais. C'est l'homme en Espagne qui a la plus grosse dette. Il est devant un avocat véreux, quoi. Voilà. Il est là où un avocat véreux doit 15 millions au fisc. Neymar, c'est 37. Je pense que c'est plus son entourage. Je suis pas sûr que ce soit lui qui. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Mais Espagne, c'est fini. Mais après, faut pas être naïf sur un truc, c'est que Neymar à 50 millions, il trouve personne. Neymar à 20 millions, il y a je sais pas combien de clubs qui s'alignent. Oui. Mais oui, bien sûr. C'est sûr qu'il sera moins facile il trouvera. Enfin, ouais, c'est tout simplement que Kylian Mbappé ou qui va y aller, tout le monde veut l'acheter.
C'est plus ça. Ouais, Mbappé, oui, il risque d'enflammer un peu le prochain mercato et les prochains mois, puisque s'il va prolonger ou non. Ce sera une grosse problématique du PSG cette saison. Autre problématique, la guerre. De cet hiver, parce que l'été, ça sera mort. Non, parce qu'il a 1 an et demi de contrat. Oui, cet hiver, il ne peut pas encore partir libre. Mais... Oui. Donc oui, autre point chaud, la petite guerre qu'on connaissait déjà entre Tourelle et Naomeda qui s'est enflammée et qui s'est déclarée. On va commencer chronologiquement. Donc Tourelle qui, jeudi, critique le mercato, le fait que des joueurs partent libres, le fait que peu de recrues arrivent. Il commence à se plaindre du fait que l'effectif est moins fort que l'année dernière, que ça va être difficile d'atteindre les mêmes objectifs si ça en reste là. Alors comment vous l'avez vécu avant la déclaration d'Hernando? Est-ce que pour vous, c'était bien joué tactiquement de la part de Tourelle? Est-ce qu'il fallait le dire en public? Est-ce qu'il fallait le dire en privé? Ou alors, au contraire, il va contre le club? Ton avis, Drayas, là-dessus? Alors déjà, je vais rectifier un truc que tu as dit. C'est que avant, on savait que ça se passait pas bien entre les deux. La guerre, c'est nouveau et c'est maintenant. Il n'y avait pas de petite guerre avant. Là, maintenant, c'est la guerre. Quand je dis petite guerre, c'est que c'était dit par les médias, mais certains le disaient c'est peut-être une storytelling, etc. Oui, non, bien sûr. Mais là, par contre, maintenant, c'est acté. Comment je l'ai vécu sur le moment? Sur le moment, j'ai vu un coach qui mettait la pression, qui essayait d'inverser le rapport de force avec le DS, qui mettait la pression sur le DS. J'ai vu un truc qui n'était pas forcément mal joué, parce qu'en soi, si on regarde sur le papier, il ne fait qu'énoncer quelque chose qui est très vrai. C'est-à-dire il dit en substance, on ne peut pas me demander les mêmes objectifs si on m'enlève 6 joueurs et on m'en ramène aucun. En substance, c'est ce qu'il dit. Et en soi, sur le papier, il n'a pas tort. Dans la forme, le fait d'aller s'exprimer dans les médias, il a tort. Mais moi, ce que j'ai vu dans le fait d'aller le faire dans les médias, c'était de vouloir inverser le rapport de force et de se préparer une sortie honorable si les choses ne se passaient pas si bien que ça. Voilà, de la manière avec laquelle j'ai vécu au moment où il a dit. Après, pour la suite, t'étais pas énervé contre Tourelle? Il abuse, mais je peux comprendre pourquoi il le dit. Lionel, est-ce que tu as le même avis? Oui et non. C'est-à-dire que dans le fond, il y a des choses, je trouve, qu'il a dit qui sont très très vraies, comme le fait que Paris ne peut pas chaque année perdre autant de joueurs en fin de contrat. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Après, au niveau de l'effectif, oui, il a un effectif moins fort que celui de la saison dernière. Mais quand on énumère les joueurs qui sont partis, et quand on regarde les temps de jeu, il n'y a que Thiago Silva qui avait un temps de jeu de titulaire. Choupo-Moting comment? Meunier en avait un, mais il a été remplacé. Ouais, et puis Tourelle, ce qu'il dit, c'est aussi quantitatif. C'est-à-dire que tu as pas mal de joueurs, même s'ils n'étaient pas titulaires, qui pouvaient rentrer dans la rotation, et que là, du coup, il a moins d'arguments pour faire la rotation, et tu peux avoir un peu plus de soucis par rapport à ça. Là où je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que la saison dernière, on a eu des joueurs qui étaient souvent assis en tribune. Drexler a fait de la tribune, Kurzawa à un moment était en tribune. Enfin, Herrera blessé. Oui, donc on avait quand même pas mal de joueurs qui avaient un temps de jeu très très faible, parce que soit pour blessure, ou soit parce qu'on avait un effectif quand même avec beaucoup plus de choix que ce qu'il a pu avoir les saisons d'avant. Aujourd'hui, quand on regarde, avant l'arrivée de Danilo et de Kean Paris Saint-Germain... Kane, c'est celui de Tottenham. Comment? Je dis Keane, parce que Kane, c'est celui de Tottenham. On m'a dit que ça se prononce Moïse Kean. Ouais, il y a des gens il y a des gens qui disent ça, mais quand Moïse Kean dit son nom sur PSG, sur sa présentation, il dit Moïse Kean. Donc peut-être que les gens ont raison de dire Kean, mais en tout cas, Moïse Kean, quand il s'appelle lui-même, il se qualifie de Moïse Kean. D'accord. Bon, ben, en tout cas, avant l'arrivée de ces joueurs-là, il avait 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 joueurs offensifs. Donc, et je parle pas des jeunes, maintenant, c'est dans les joueurs que je cite, uniquement au niveau de joueurs confirmés. Donc, en termes de quantitatif, qualitatif, on peut en discuter, mais en termes quantitatifs, il a de quoi travailler plus que correctement. Le souci, c'est que quand on regarde le parcours de Tuchel sur ces 2 dernières années, combien de joueurs ont vraiment progressé sous Tuchel? Alors, il y en a quelques-uns, par exemple, Kimpembe, je trouve beaucoup plus mature, mais est-ce que c'est dû au travail de Tuchel? Je ne suis pas sûr. Mais Tourelle, et la deuxième année, il retrouve le niveau qu'il avait l'année d'avant Tourelle. Oui, donc... Ça ferme sans Silva. Pour moi, aujourd'hui, si Tourelle met en place
un système, quelque chose où chaque fois les joueurs peuvent s'imbriquer dedans. Certes, alors, quand tu n'as pas Neymar et Mbappé, forcément, le niveau va baisser, mais les joueurs vont avoir des repères et ça permet d'avoir une rotation. Et puis, il faut aussi, c'est l'ambition du Paris Saint-Germain de faire fonctionner son centre de formation. Ça aurait pu, sans les recrutements, sans les arrivées, être un moyen aussi de pouvoir intégrer un peu plus rapidement des jeunes dans la rotation cette année. Donc, dans son discours où il a commencé à pleurer, j'ai pas suffisamment de joueurs, etc., j'ai trouvé ça un peu indécent quand tu regardes les effectifs d'autres clubs en Europe. Oui, si tu te compares à Liverpool, au Bayern, etc., c'est vrai, mais dans la fin, mais il y a tous ces petits games de champions. les objectifs qui sont fixés au Paris Saint-Germain sont les objectifs qui sont fixés à Liverpool, qui sont les objectifs qui sont fixés au Bayern. Mais en soi, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était vraiment une tentative d'inverser la pression, en fait. De se dire, bah tiens, je vais être en première ligne et de paniquer par rapport à ça et de se dire, bah tiens, je vais mettre la pression sur le directeur sportif pour donner l'impression que c'est la faute du directeur sportif si les choses se passent pas bien. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait par constat de son effectif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, d'accord. Après, je pense, Il va parler publiquement, je pense qu'il y a une manœuvre qui est derrière. là où je te rejoins, c'est que, à mon humble avis, je pense qu'entre lui et. Enfin, que d'un côté, on le voit, enfin, chaque fois qu'il y a des infos qui sortent sur la mésentente Leonardo-Tuchel, ça vient de RMC. On sait très bien que RMC, c'est la maison de Leonardo. Et donc, il n'est pas bête. C'est-à-dire que d'un côté, Leonardo envoie des messages via la presse. Lui, ben, il le fait de manière directe parce qu'il n'a pas forcément assez d'entrée. Donc, c'est une guerre qui a sûrement commencé via Leonardo de manière Oui, bien sûr. fourbe, quoi. Mais il y a celui qui va le faire en scred et celui qui le fait devant la maîtresse. Tout à fait. Celui qui te fait devant la maîtresse, en général. Voilà. Moi, je comprends l'argument de Dress, le fait qu'ils veulent mettre la pression, se mettre, réclamer un peu plus de pouvoir, etc. Mais, se créer un parachute, en tout cas. Mais il va trop loin dans sa chute. Ouais, mais il le fait mal. Dans sa chinerie et il est incohérent. Quand il nous parle, par exemple, des joueurs en fin de contrat, c'est quand même un mec qui chouinait cet hiver quand on parlait d'un départ de Cavani pour 15 millions à Atletico en disant non, j'en ai besoin pour les 6 mois. Tu peux pas dire je veux garder les joueurs en fin de contrat pour 6 mois et après on verra, et puis d'un coup dire on n'a pas de rentrée d'argent sur ces joueurs, par exemple. Tu peux pas. Il faut être cohérent un minimum. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, quand on voit que depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain essaye de vendre Draxler et comme par hasard, là, il décide de l'aligner à tous les matchs. Et en disant qu'il veut le garder et qu'il met un veto dessus. Oui, ça c'est plus récent, effectivement, c'est une autre incohérence. Et puis pareil, quand il parle d'objectifs, il cite pas qu'il peut pas lutter contre Munich ou le Real, il cite l'Atlético et l'Inter. Non, il avait cité Liverpool. Et il cite l'Atlético et l'Inter, on ne pourra pas lutter contre l'Atlético et l'Inter. Liverpool, l'Atlético et l'Inter, mais il cite l'Inter à raison, parce que l'Inter a énormément recruté. Avec un compte qui a mis sa démission s'il n'avait pas ses recrues. Ouais, il les a eu d'ailleurs. Mais voilà. Mais Côté aurait vraiment démissionné s'ils avaient. Je suis pas sûr que Tourelle aurait démissionné s'il. Mais il se compare avec des effectifs, avec des clubs qui ont des effectifs. Alors il n'a pas cité City, il aurait dû. mais il se compare avec des effectifs qui ont des clubs qui sont renforcés cet été et qui ont beaucoup de gens sur le banc. Ouais. Et donc du coup derrière on a eu la réponse du directeur sportif, claire, nette, précise, après le match contre Angers, donc gagné 6-1, on se dit, on peut dire frappe Paris. Leonardo arrive et dit le club n'a pas apprécié, je n'ai pas du tout apprécié. J'ai pas la déclat, tu l'as sur toi ou pas? Je l'ai pas, mais je vais la retrouver parce que ce sera plus simple que le dit. Je l'avais, elle a disparu. Ah c'est bon. Voilà, je vais lire exactement ce qu'il a dit. En gros, on n'a pas aimé, le club n'a pas aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé, on va voir en interne comment on fait, mais c'est clair, si quelqu'un n'est pas content, on parle, mais s'il décide de rester, il faut qu'il respecte la politique sportive, la politique interne. Ce n'est pas qu'une question de mercato, c'est aussi une question de forme. L'important c'est que pour rester dans ce club, il faut avoir envie de souffrir pour le club, l'envie de sacrifice, même si le moment est compliqué, pour moi c'est ça. Si on peut faire des joueurs très bien, si on ne peut pas, tant pis, on avance. Donc là il met clairement un uppercut à Tourelle en disant si t'es pas content, tu peux partir, nous en gros on s'en fout un peu. Dreyas, là, maintenant, la réponse de Leonardo. Est-ce que Tourelle avait bien joué stratégiquement derrière ou il y a la réponse en pleine gueule? C'est jeu, 7 et pas encore match.
Alors, il y a eu la contre-déclaration de Tourelle par son entourage que Tourelle n'entend pas démissionner. Et est-ce que tu t'attendais à une réponse aussi virulente en retour? Ou ça t'a surpris? En fait, ça ne m'a pas surpris, mais je ne l'ai pas vu venir. Mais après coup, en fait, si tu dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas l'avoir venir? Mais sur le moment, tu dis, ah merde, Léo va être un peu gêné et tout, et tu penses pas forcément à la sortie offensive, et surtout cette manière d'avoir la sortie offensive, parce que Léo, elle a eu l'intelligence de se sortir individuellement du truc, c'est-à-dire qu'il dit, j'ai clairement été nommé, mais c'est le club qui n'a pas été content, et je ne l'ai pas apprécié, c'est-à-dire qu'il se met après le club, c'est-à-dire que quand Tourelle parle, il dit mon équipe, moi, et quand Léo parle, il dit le club et il se met en annexe du club. Et donc, il a eu cette intelligence-là. Et non, tu la vois pas venir. Et c'est une réponse qui est pleine de bon sens, pleine d'intelligence, etc. Mais est-ce qu'il a pour autant gagné? Je sais pas. Parce que clairement, tous les échos qu'on a depuis, c'est ça va pas continuer. Il y en a un des deux qui va devoir partir. Il y a pas de réponse claire. Il y a eu la réponse de Tourelle qui a fait parler par son entourage et Tourelle n'entend pas démissionner parce qu'au fond, Tourelle n'a fait que dire la vérité. Tu as nombre de supporters qui continuent, ceux qui étaient plutôt côté Tourelle plutôt que côté Léo dans cette pré-guerre dans l'avant, sont d'autant plus côté Tourelle et n'ont pas pour autant changé de côté. Il n'y a pas eu de message clair de Doha ou de Nasser El Alors, il Khelaifi. n'y a pas eu de réponse, mais il y a des infos dans la presse. Ce qui ressort, c'est que Nasser El Khelaifi va signer la fin de la récré. C'est-à-dire qu'il va prendre les deux pour aller taper sur les doigts. Doha n'a pas apprécié cet étalage, mais il n'y a pas non plus, on donne raison à Léo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Il y a une petite info qui est sortie dans le milieu aujourd'hui, c'est que Nasser était vraiment pas content et n'a pas parlé à Tourelle ces derniers jours. Il n'est pas venu notamment dans le vestiaire contre Angers, alors c'est ce qu'il fait d'habitude pour aller saluer. Oui, ça peut être. Il est parti chez lui. Ça peut être, mais en soi, t'as pas eu, tu vois, tu peux pas dire que c'est jeu 7 et match. Ça se trouve que tu peux avoir un jeu domino tout à coup. Clairement, il va y avoir un jeu domino et tu peux avoir un jeu domino tout à coup, tu te retrouves, tu comprends pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, c'est Léo qui est viré et tout le reste. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'en sait rien. À l'heure actuelle, on n'en sait rien. Ou les deux. Mais si tu veux, tu vois, clairement, c'est 70-30 pour Léo. Mais bon, après, clairement, la guerre est ouverte, la guerre est déclarée, les mecs, a priori, ne se servent... Enfin, c'est n'importe Pierre Ménez, donc il faut prendre ça avec des pincettes, mais les mecs ne se serreraient plus la main. Ça ne se serait pas parlé depuis 10 jours, selon et là, non, il ne se serre plus la main. Mais en tout cas, une chose est maintenant claire, c'est si Leonardo avait vraiment le pouvoir et qu'il y avait post-Covid, je pense que Tourelle ne serait plus sur le banc. Il y a des chances. Le bon aujourd'hui, Lionel, toi, cette réponse de Leonardo, est-ce que tu l'as appréciée? Après, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, quand tu vois le fonctionnement du club, si les deux venaient à partir, je dirais un peu comme pour Neymar. Et pourtant, Leonardo, pas dire que je n'aime pas Leonardo, je suis assez fan du personnage. J'aurais aimé avoir vraiment un directeur sportif qui a une vision sur le long terme avec une construction basée sur l'identité parisienne. Et je trouve que Leonardo, c'est quelqu'un qui est très très bon pour faire des coups, etc. Mais je ne vois pas chez lui en fait cette vision, cette progression dans le projet du Paris Saint-Germain en prenant en compte l'environnement du Paris Saint-Germain avec la formation et en créant vraiment tout un projet autour de ça, plus l'équipe première, etc. Je trouve que c'est quelqu'un qui, oui, il va essayer de mettre de la discipline et autres, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le directeur sportif pour un projet sur 5-10 ans. Et après, Tuchel, bon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup défendu. Aujourd'hui, alors, depuis la rentrée, c'est vrai que les 2-3 derniers matchs, il y a du mieux, mais je suis assez déçu de ce qu'on a pu voir avec lui sur ces 2 saisons où il n'a pas vraiment de pas de Tuchel. Donc, si les deux devaient partir, franchement, et que pour une fois, on mettrait un binôme qui aurait décidé de travailler ensemble, je ne serais pas content. Ouais. Moi, je te rejoins un peu sur Leonardo. C'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué depuis son retour. J'ai l'impression que quand il n'y a pas de chèque en blanc, il est un peu perdu à faire des coups qui sont possibles de faire sans vraiment d'idée. On a vu à Milan où quasiment tous les joueurs qu'il a recrutés sont soit partis, soit restent, mais sont des flops, sont réservistes. Et là, on en parlera au prochain volet, au volet mercato. Mais
Mais Juste, Leonardo, il y a plein de choses qu'on peut critiquer, mais par contre, il y a une chose qu'on doit dire, c'est qu'au niveau de l'incarnation de l'image qu'il représente, ça colle vraiment avec Paris. Le côté club un peu élitiste, un petit peu arrogant, mais qui est en même temps humain, qui est machin, qui est truc, il aime bien l'image, le PSG contre les autres, notamment mais tout en étant en même temps accessible, charmeur et tout. Il incarne un Paris Saint-Germain qui est cohérent avec l'héritage, l'histoire, l'image du Paris Saint-Germain. Et là-dessus, après, on peut faire un constat sur le directeur sportif. Il faut peut-être plus remettre en cause le directeur sportif que la personne, parce que la personne et Paris Saint-Germain, c'est un truc qui clique, quoi. Ça, je suis entièrement d'accord, j'ai toujours dit. Mais moi, je parle du fait que je pense qu'il faut au Paris Saint-Germain quelqu'un qui a vraiment une vision globale dans l'ensemble. On a critiqué Olivier Létang, alors c'était pas le meilleur directeur sportif, mais il avait essayé de le faire, même s'il n'a pas réussi, mais quand il avait embauché... Il a vraiment essayé de le faire, c'était Enrique. Hein. Comment? Non, mais lui, il avait essayé de le faire. Vraiment essayé de le faire, c'est Enrique, mais on lui a mis des bâtons dans les roues. Mais il a vraiment essayé de le faire. Oui, mais Létang aussi, quand il avait embauché Ramagossin pour avoir une vision, pour créer une identité de jeu sous toute la formation, etc. Après, il n'était pas dans une position où il avait vraiment... il n'était pas vraiment le directeur sportif, c'était le directeur adjoint des personnes, mais il avait essayé de le faire. Après, peut-être que c'est pas l'homme de la situation, mais moi je pense qu'il faut quelqu'un, je vais dire un Arsène Wenger, quelqu'un qui a vraiment cette image de la construction d'un club dans son ensemble. Mais moi en fait, Leonardo, si j'étais dans le fantasme, ça serait un mec qui serait un chouïa moins ambitieux au niveau personnel. Et si c'était le cas, il serait parfait en tant que président du club. Président délégué, ouais. Ouais, ça c'est une autre solution, c'est vrai qu'il y a surtout ce côté communication, incarnation du club, sans avoir le côté sportif qui nous vienne. Moi, c'est vrai que le côté sportif, on va en parler au mercato, continue à un peu m'embêter avec Léo, mais ce qui m'embêtait, c'est que par rapport à son premier passage dans la com, je le trouvais effacé, un peu perdu, il disait des banalités, il montrait pas vraiment de message en avant, c'est ce qu'on en avait discuté au dernier podcast. Et là, quand j'ai vu sa réaction, j'ai dansé dans la rue, j'étais un peu bourré, certes, mais j'espère que j'ai fait un beau spectacle pour les passes. Mais voilà, enfin, j'ai retrouvé mon Léo dans cette com. Là, j'étais content, du coup, j'étais heureux qu'il fasse ça. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette guéguerre? Bah, j'ai envie de réagir à ce que tu viens de dire sur Léo, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où à chaque fois qu'il est sorti dans les médias, il a charmé son monde. Il y a son intervention au Canal Football Club, je crois, sur Canal+, qui a été un moment d'anthologie où enfin, les mecs arrivent avec des volontés de critiquer, avec des volontés de poser des questions de fond, il endort tout le monde. Je le trouvais plutôt bon dans sa com. Pour moi, la seule question qui a vraiment posé et qui d'ailleurs malheureusement rentre en corrélation avec ses expériences passées, il y a cette rumeur comme quoi on aurait dû vendre pour 60 millions et il y a ce constat qu'on n'a pas réussi à vendre. Il y a l'excuse du coronavirus, mais c'est plus au niveau des performances avec le paradoxe de la dernière journée. Donc c'est pour ça que c'est difficile à dire, mais c'est plus des performances que je le critiquerais, mais pas tant sur l'image qu'il avait donnée. Alors après, il avait charmé notamment les médias, mais il y a beaucoup plus de critiques sur Leonardo depuis son retour de la part des supporters. Ouais, mais c'est plus au niveau des résultats par rapport à ce que tu peux attendre en DS qu'au niveau de l'image. Par exemple, son passage de Canal Football Club, il y a des gens qui s'amusaient à faire un bingo. Qu'est-ce que va dire Léo? Mais ça a toujours été le cas, ça. Oui, mais il n'y avait plus, il n'y avait pas le bingo que tu n'avais pas vu, quoi. Ah. Peut-être. Mais en même temps, tu vois ce qu'il te fait la dernière journée du mercato, ça tu l'avais pas vu. Florenzi, tu l'as pas vu venir. Enfin voilà, tu vois. Ça reste quelqu'un d'intriguant et d'intéressant. On va passer au mercato tout de suite. Donc c'est qu'hier je me réveille, je vois Danilo signe au PSG, Keane signe au PSG. Il y a un rumeur qui n'était absolument pas sorti. Et donc 2 nouvelles recrues officielles pour le moment, peut-être une troisième tout à l'heure, on verra. On va commencer par la première chronologiquement. Donc c'est Moïse Keane, ou Keane, comme dirait Lionel. Keane, comme il dit lui-même. Qui signe, donc on rappelle le parcours de Moïse Keane, espoir à la Juve, Moïse Keane. 7 buts en 17 matchs il y a 2 ans avec la Juve, espoir, international italien à 19 ans. Saison difficile l'année dernière à Everton, où il joue pas mal de matchs, mais il ne s'impose pas du tout, et cette année il était écarté par Carlo Gari. 2 buts et 2 passes D en une trentaine de matchs. En 32 matchs. Il ne s'est pas imposé dans le championnat anglais, donc Paris le prend sur un prêt sans option d'achat.
Donc, est-ce que pour vous, c'est une bonne solution pour la rotation, sachant qu'il peut jouer sur les ailes et en pointe, notamment Lionel, ton avis sur ce recrutement? Moi, je trouve que c'est un très bon choix. C'est un joueur qui va arriver avec l'ambition de se relancer, qui a des qualités, mais surtout qui sait qu'il ne part pas titulaire. Donc, ça permet de garder cet équilibre qu'on avait avec Choupo-Moting, et sans créer cette concurrence, comme on avait pu le voir la saison dernière entre Icardi et Cavani. C'est un joueur qui a des qualités, qui a du talent, qui a tout pour réussir. Maintenant, c'est à lui de se remettre à l'endroit pour réussir à gagner du temps de jeu au Paris Saint-Germain. Seb, est-ce que tu connais le joueur? Alors, pas très bien. Je me souviens qu'il me plaisait beaucoup quand il était à la Juve. Il m'avait tapé dans l'œil quand il était dans la Juve, mais c'était un jeune joueur qui. Mais tu as oublié un truc dans la présentation, c'est les dossiers qui l'accompagnent. C'est un joueur qui a une réputation un peu, enfin, à qui on prête un destin à Balotelli, mais comme des joueurs français ont fait plein de conneries, je pense à notamment Antoine Griezmann, et il peut virer du côté Griezmann comme il peut virer du côté Balotelli, il a un peu la charnière, on ne sait pas de quel côté il va tomber en fait. Donc il y a ça à dire. Après, moi, il reste qu'un an. Ouais, mais la problématique, oui, c'est vrai. Mais la problématique, moi, que ça me pose, c'est une question de cohérence en fait, parce que pour moi, on peut pas parler de Keane sans parler du départ de Kalimuendo à Lens. Et on ne peut pas parler de Keane sans parler du départ de Kalimuendo à Lens et sans parler d'avoir mis 55 millions sur Icardi. Pour moi, c'est un ménage à trois où il n'y a absolument aucune cohérence, où c'est complètement incompréhensible. Parce que soit Keane, effectivement, vient en second couteau juste pour jouer quelques matchs de coupe et basta. Et à ce moment-là, Kalimuendo est complètement suffisant. Soit Keane vient pour un peu concurrencer Icardi, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu as mis tout ton budget sur Icardi? Je ne comprends pas la logique qui est là-dedans. C'est-à-dire que à la fois, c'est une logique qui est incompréhensible, et en plus de ça, c'est un message qui est terrible, qui est envoyé au centre de formation, où on a je ne sais pas combien de joueurs qui hésitent à signer, qui se disent est-ce que j'ai raison de signer dans ce club-là, etc., etc. Et tu vois que là, il y a un mec qui potentiellement pourrait être, on va recruter un mec qui a quelques références de plus, parce que c'est vrai qu'il a quand même joué en équipe nationale, qu'il a eu 6 très bons mois à la Juventus, mais qui en soi n'a pas non plus énormément fait. Et on va recruter ce mec-là, si c'est juste pour qu'il joue quelques matchs de coupe et qu'on ait fait partir Kalimuendo, l'image qu'on renvoie au niveau des jeunes, elle est désastreuse. Et indépendamment de mon avis sur le joueur, moi, ce qui m'interroge, c'est quelle est la cohérence qui est derrière. Si on le recrute pour mettre en concurrence Icardi, comment ça se fait qu'on ait mis 50 millions alors qu'on n'a pas de thunes sur Mauro Icardi? Et moi, je comprends parfaitement le mouvement sur Icardi, c'est plus. Et si on le recrute juste pour jouer les bouche-trous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé Kalimuendo pour donner une chance à un jeune alors que c'est un problème? Et ça, moi, c'est je. Alors, deux petites choses. Contrairement à Kalimuendo, qui ne peut jouer ailier gauche et ailier droit, donc déjà, il rentre dans une rotation beaucoup plus globale, que ce soit en cours de match, en impact player, ou que ce soit s'il y a des blessures. Et de deux, et moi j'étais d'accord sur ton avis sur Kalimuendo, mais j'ai vu qu'on l'a prêté avec option d'achat, mais il y a une clause de rachat l'été prochain si on est satisfait. Ça, oui, mais en soi, on peut le faire revenir. Si ça, bien sûr, mais je pense qu'au niveau de l'image, si c'est juste pour que tu utilises Keane en termes de bouche-trou, dans ce cas-là, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Et si c'est pour que tu utilises Keane pour peut-être concurrencer Icardi, pour ramener d'autres solutions, pour effectivement le voir plus sur le terrain, pourquoi est-ce que tu as mis toutes tes thunes, autant de thunes sur Icardi? Et il y a vraiment, et c'est quelque chose qui est constant au Paris Saint-Germain, c'est le manque de cohérence entre les différents mouvements, c'est le manque de cohérence entre l'équipe première et les équipes de jeunes. C'est des problèmes de communication dans tous les sens, et je trouve que cette histoire le montre parfaitement. Maintenant, une fois que ça s'est dit, mon avis sur le joueur, en soi, c'est un joueur qui est prometteur, c'est un joueur qui est vraiment explosif. C'est pas forcément un profil qu'on a. C'est un joueur qui pourrait s'apparenter à un tout droit technique. Après, au niveau de la finition, il y a beaucoup à redire. Donc, en soi, c'est un mouvement qui est positif. Mais pourquoi on l'a fait, j'arrive pas à comprendre. Et du coup, ça me tilte. Pour redire ce que j'ai dit un peu, je pense pas que ce soit une vraie concurrence à Icardi. C'est juste un autre profil qui fait que sur certains matchs, tu as peut-être plus besoin d'un mec explosif et de profondeur, ce que Kalimuendo peut être. Tu me diras. Sauf que, comme je t'ai dit, il y a ce côté impact player, je rentre sur une aile que Kalimuendo n'a pas. Si tu dois avoir 25 de la fin, faire rentrer un ailier en plus. J'ai compris. Mais à ce moment-là, tu as Sarabia, t'en as plein d'autres. Et à l'arrivée, si Kalimuendo fait une bonne saison à Lens et qu'on décide de le racheter. Ça, oui. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas non plus complètement cohérent. C'est pas cohérent, mais en tout cas, on prend pas de risque. C'est un prêt sans option d'achat. Donc... Après, pour revenir sur Kalimuendo, la question c'est est-ce
que par rapport à son niveau, est-ce que Tuchel lui aurait donné vraiment le temps de jeu? Ça, c'est une problématique. Mais là, encore une fois, si on rentre dans une problématique de temps de jeu et que tu as besoin d'avoir un neuf pour donner du temps de jeu, pourquoi est-ce que tu as mis tout ton argent sur Mauro Icardi? Tu vois, c'est ça la question. Oui, mais je suis d'accord, mais quand tu perds Cavani, tu as un joueur comme Icardi que tu peux avoir à 50 millions Je d'euros. suis d'accord avec ça. Je ne remets absolument pas en cause le fait d'avoir mis 50 millions sur Cavani. Je remets en cause la suite. Oui, oui, mais dans l'absolu, un neuf de haut niveau à 50 millions. J'ai jamais remis en cause ça. Hein. Jamais remis Même en quand tu as dit que tu ne comprenais pas le fait d'avoir mis tout l'argent sur Cavani. Si c'est pour recruter un mec qui potentiellement va apporter des solutions et que tu vas voir et qui potentiellement va mettre Icardi sur le banc. Bon, c'est si tu n'as pas confiance Oui. en Tu vois, Icardi, pourquoi on a mis tout notre budget sur ce joueur-là? si c'est parce que tu n'as pas confiance en Mauro Icardi, bah voilà. À mon avis, si ils n'avaient pas confiance en Mauro Icardi, ils n'auraient pas pris un joueur qui est en échec à Everton. Ils auraient pas qu'il n'y a pas d'option d'achat. Mais on verra, de toute façon, l'avenir nous éclairera là-dessus, si c'était un bon choix ou non. Deuxième recrue, donc Tourelle réclamait soit un DC, soit un milieu défensif. Il a eu son 6. Tu n'as pas parlé de la première. Ah si, Florenzi. Florenzi, on a déjà parlé. On a déjà parlé au dernier podcast avec Florenzi. Je pense qu'on était tous. Voilà, on était tous avec ses blessures et son aspect défensif. Je veux dire, on en a parlé dans le jeu, mais on n'en a pas parlé dans la dimension, le truc dont personne n'a entendu parler et peut-être que ça débarque. Bon, on va en parler après Danilo. Okay. Oui, on en parlera. Donc Danilo que personne n'avait vu venir non plus, mais ça on en reviendra tout à l'heure dans un truc plus global. Donc Tourelle réclamait un DC ou un 6, il a son 6 avec donc Danilo qui a fait une grande partie de sa carrière à Porto, qui est titulaire en équipe du Portugal. Donc quelques références. Est-ce que c'était un profil dont on avait besoin? Est-ce qu'il va faire du bien? Est-ce que pour vous c'est un bon choix, Darius? Est-ce que tu connais le joueur? Je connais pas assez le joueur. Après, si on récupère un vrai 6 plutôt que d'avoir. Alors après, la problématique, c'est qu'on a un 6 bas qui est Paredes, mais c'est vraiment pas le même profil. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, de ce que je comprends du joueur, c'est que tu récupères un vrai 6 pour libérer tes autres milieux, pour pouvoir mettre notamment un milieu qui sera offensif à côté. Si c'est le cas, c'est un profil qui peut nous être utile. Qu'est-ce que tu appelles milieu offensif? Après, moi, je suis un peu extrême là-dessus. Pour moi, ce serait Neymar, mais sinon Draxler. Ce serait pas Herrera? Non, Herrera ou Verratti, c'est justement ça pourrait être le troisième. Tu vois, si tu as un mec qui est vraiment offensif comme Neymar. Par exemple, Danilo, Verratti, voilà, typiquement. Ou Danilo, Verratti, Neymar. Voilà, à ce moment-là, ça me va bien. Pourquoi? Parce que tu as un clair 6. Tu vas avoir un Marco Verratti, un mec qui est un peu chiant à positionner, qui est 6-8, mais qui est quand même capable, une fois qu'il est sécurisé derrière, de peut-être se projeter au moins de 5 mètres. Et tu as un mec qui est devant pour recevoir les passes de Marco Verratti. Et à ce moment-là, si c'est ça, et si c'est ça le plan de jeu pour jouer en 4-3-3, ça me va, parce qu'on n'a pas non plus dans notre profil, dans notre effectif, un vrai 6 avec un vrai profil défensif. On a pris Ganagay pour ça, mais Ganagay, ça s'est avéré être un mec qui défend un peu partout et nulle part. Qui en fait a plutôt joué 8 dans sa carrière. Voilà. Et on n'a pas non plus ce profil de vrai 6 défensif. On a essayé avec Krychowiak, qui a été un échec malencontreux. On a essayé de recruter. Et là, a priori, peut-être que ce sera pas bon. Mais j'ai pas envie d'enterrer le mec avant de vraiment le voir. Surtout qu'effectivement, il est titulaire avec l'équipe du Portugal, qu'à Porto, c'était le capitaine. Qu'a priori, si Porto le vend, ça pose question, mais c'est peut-être parce que Porto a des gros soucis de trésorerie et qu'ils auraient besoin de se délaisser au niveau de la masse salariale et que c'est pas forcément le joueur qui vire, c'est plus le besoin d'argent ou le besoin de se délester d'un salaire. Et à voir, pour l'instant, il n'y a que des questions. J'entends des échos comme quoi c'est un peintre technique, mais après, il y a des gens qui vont dire que non, techniquement, il n'est pas si reliable que ça, et surtout qu'il est vraiment bon en 6. Et si c'est le cas, et que Tourelle va l'utiliser, après si c'est pour que Tourelle fasse milieu, j'ai oublié son nom. Gay. Non. Danilo. Gay et Verratti. Là, effectivement, ça sert à rien et c'est catastrophique. C'est calamiteux pour en faire Tourelle. Et après, j'ai un peu peur du joueur parce que je le connais pas. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Alors, mais si c'est un vrai bon 6
qui est capable d'être propre dans ses passes, qui est capable de vraiment couvrir son dos et de couvrir la largeur du terrain dans son rôle, pourquoi pas? Ça peut s'essayer. Alors, juste avant de te demander ton avis, Lionel, il y a une info qui vient de tomber du Mundo Deportivo. Ce serait fait Rafinha au PSG pour 3 millions d'euros sous forme de bonus et 35% sur une potentielle future revente. Donc le joueur va passer sa visite médicale là apparemment. Donc, après, on va en parler après Danilo. C'est source Mundo Deportivo. Oui, mais Mundo Deportivo, c'est quand même une source barcelonaise. Autant. Alors ça, là, ils sont affirmatifs. Oui. Autant quand il s'agit de leurs rumeurs autour de Neymar, etc., bon, on sait très bien à quoi ça sert. Autant là, je pense qu'à mon avis, c'est. En tout cas, si c'est ça, c'est une très bonne nouvelle. On va parler juste après. Est-ce que toi, tu connais un peu plus Danilo que Dreyas? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'était un vrai choix sportif, un manque, ou est-ce que c'est une pure opportunité? Alors, c'est un joueur que j'ai plus vu jouer sous le maillot du Portugal qu'en club. Sauf que les matchs en sélection, c'est toujours difficile de juger parce que on ne travaille pas de la même façon qu'en club et que l'utilisation d'un joueur n'est pas forcément la même que dans le club. C'est un joueur, alors je vais vous faire un peu peur, mais techniquement, je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur qu'un Bakayoko, par exemple. Mais c'est un joueur qui, dans l'impact physique, dans le jeu aérien, dans... Alors, on a pas de la taille déjà, oui. Oui, mais là où il est quand même pas trop mauvais, c'est qu'il n'est pas trop en difficulté quand il est mis sous pression. Donc, c'est pas... Alors, je vois souvent, enfin, depuis hier, je vois dans les médias qui disent enfin le remplaçant à Thiago Motta. Il faut respecter Thiago Motta un peu. Ne pas mettre Danilo. On a vu les mêmes qu'il avait dit pour Krikoviak et Gay auparavant, sans savoir que Gay était un d'ailleurs, mais les mêmes journalistes qui disaient enfin remplaçant à Mota, on l'a un peu chaque année. Ouais, donc c'est pas un remplaçant à Mota. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que par rapport à Gay, lui c'est un vrai 6. C'est un joueur qui, dans l'impact physique, est très bon. Il est capable aussi de sortir balle au pied sur 30-40 mètres. Il a du coffre. Il est assez à l'aise pied droit, pied gauche quand il s'agit de jouer long. Ça c'est pas un joueur qui va révolutionner le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais il va apporter l'impact physique qui manque à cette équipe. Quand on regarde l'équipe qui a joué sur les 3-4 derniers matchs, on a, mis à part Kimpembe, tous les autres joueurs, ce ne sont pas des monstres physiques. Quand on prend même Marquinhos, qui est un super défenseur, c'est pas un défenseur qui est capable d'aller mettre un tampon ou de bouger un joueur qui fait, quoi qu'il avait fait sur Pogba. Ouais, et puis Marquinhos va pas t'en mettre de tampons, mais des joueurs qui vont lui mettre des tampons et sans poser physiquement face à Marquinhos, il n'y en a pas beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Mais, sauf que devant eux, tu avais Herrera, Verratti, Gay, qui sont des points plumes. Paredes, qui lui, c'est plutôt de l'excellent engagement plus qu'un joueur qui a véritablement d'impact physique. Lui, il va apporter cela et en plus de ça, il va apporter cette capacité de reproduire les efforts aussi que seul il y a dans cet effectif. Donc, c'est un bon joueur. Et là où je vous rejoins tous les deux, c'est que ce sera un bon joueur si on a un 8 et un 10 à ses côtés. Si c'est pour, comme tu dis, pour trouver un milieu de terrain, par exemple, Pereira, Gay, Verratti, forcément, ça fera que Neymar sera obligé de jouer 8 à côté. Et on se retrouvera en sous-nombre devant le ballon. Si là, si on signe Rafinha, par exemple, qu'on se retrouve avec un milieu de terrain, par exemple, Pereira, Verratti, Rafinha, je pense qu'on aura un milieu de terrain qui ne sera pas l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, mais ce sera un milieu de terrain qui sera capable, un peu comme celui de Liverpool, qui n'est pas le meilleur milieu de terrain d'Europe, mais un milieu de terrain qui sera capable de la cohérence. Voilà, exactement. Après, il va falloir que Marco Verratti se sorte les doigts du cul. C'est là. Tu vois, tu m'as coupé la parole, c'est ce que pardon, excuse-moi. Non, mais c'est pas machin, mais tu m'as retiré les mots de la bouche. Ce que je m'apprête à dire, c'est qu'avec la signature de Rafinha, je pense que Verratti jouera sa première saison sous pression par les Saint-Germain.
Et alors, je connais pas assez Rafinha, mais c'est surtout qu'il va pas. Si Danilo est le profil qui est décrit, il va pas falloir que Marco Verratti se mette à faire comme quand il était avec Mota, quoi. C'est là où je Il vais. va falloir qu'il s'éloigne un tout petit peu et. C'est là où moi je vais être dur. Oui, Lionel, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est pas que Rafinha mettra Verratti sur le banc. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'essaye de mettre en place Tuchel sur les derniers matchs, il veut ce joueur un peu de profil 8-10. Donc, j'ai envie de dire que la concurrence se jouera peut-être entre un Rafinha et un Draxler. Et Danilo Pereira est le seul joueur à profil 6, donc si on joue comme milieu à 3, il partira, on va dire, avec de l'avance sur le réseau effectif. Et donc, il restera une place pour 4 joueurs, avec Verratti, Herrera, enfin 3 joueurs, Verratti, oui, 4 joueurs, Verratti, Herrera, Paredes et Gay. Donc, puisque Verratti ne rentre ni dans le profil 8-10, ni dans le profil 6 avec de l'impact. Donc, il se retrouve en concurrence avec 4 autres joueurs. Donc, il faudra que, oui, il augmente son niveau. Surtout que c'est un joueur qui, s'il arrive à le faire, peut être formidable. Moi, je suis un peu plus dur. C'est-à-dire que même si on m'avait ramené un Casemiro, je crois que j'aurais pas été soulevé. À partir du moment avec nos milieux qu'on a, c'est-à-dire beaucoup de milieux bas, même si on devait faire Rafinha. Pour moi, le problème, on a quand même un déséquilibre. On a beaucoup trop de milieux bas par rapport à des milieux hauts. Et je ne crois pas aux licornes. Je ne crois pas que Verratti soit libéré par qui que ce soit. Je pense que Verratti, de toute façon, sa zone, ce sera toujours entre les DC et les relayeurs. Et qu'on ne changera pas. Et du moment où tu as Verratti qui est comme ça, Neymar, quoi qu'il arrive, continuera à décrocher tant que tu ne recrutes pas un vrai relais entre Verratti et Neymar. Là, on est d'accord. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est pour moi, tu as tout dit dans la première phrase, c'est qu'on a trop de milieux qui sont bas. Et on n'a pas de vrai. Et pourquoi on continue à chercher des milieux bas? Non, mais laisse-moi finir. C'est qu'on a. Ah, mais c'est pas moi que tu vas devoir convaincre là-dessus. Mais on a trop de milieux de bas, mais on n'a pas de vrai 6. On essaie souvent de jouer dans un profil, avec un schéma d'équipe où on aurait besoin d'un 6. Et c'est là où, tout à coup, les cartes se changent un petit peu différemment. Si c'est un 6 cohérent, s'il apporte satisfaction là-dessus, ça peut changer. Pour Marco Verratti, je crains que tu aies raison. Ça reste à voir, mais comme le dit très bien Lionel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où si tu as un vrai 6 et que tu as des vraies garanties au milieu et que du coup tes 2-8 sont censés vraiment apporter un surnombre devant, et si Marco Verratti ne le met pas, que tu as un Rafinha qui arrive, ben Marco Verratti peut être mis en concurrence et voilà. Trois petites précisions. Donc Danilo arrive pour un transfert estimé à 20 millions d'euros, puisqu'a priori l'option d'achat obligatoire, c'est Paris fini dans les 2 premiers Ligas. Donc c'est une manière de déguiser un peu ce prêt en transfert. Deuxième précision, Danilo n'a jamais joué autrement que dans un 4-3-3 en point de base. Si on veut faire un milieu à 2, il ne connaît pas. C'est une problématique. Il joue pas comme ça que le Portugal défend Le Portugal en 4-3-3 ou en 4-2-3 à la limite. Oui, 4-2-3, oui. Mais en gros, le Portugal, dans les matchs contre des équipes un peu plus fortes, pour te donner un peu d'une idée, comment il est utilisé. Donc Danilo joue dans les matchs contre des équipes un peu plus fortes avec Moutinho et Bruno Fernandes devant lui. Et contre les équipes plus faibles, c'est avec Bernardo Silva et Bruno Fernandes devant lui. Donc soit 2 vrais 10 de créateurs, soit un 8 comme Moutinho. Mais voilà, du coup, ça accréditerait la thèse du fait que c'est un vrai 6. Maintenant, oui, il y a mon cauchemar Tourelle avec son Marquis Gay Verratti. Voilà. Je pense pas, mais si tu as un 6 qui te sécurise, tu peux te dire, tiens, là, maintenant, les milieux, ils ont une vraie responsabilité. Le coach du Portugal est un espèce de Deschamps portugais, c'est-à-dire c'est pas un mec très audacieux de base, et il le fait. Donc, on verra comment il est utilisé, mais a priori, c'est une solution de plus qu'on n'avait pas. Qui enthousiasme c'est pas plus ou moins. Ce que je lis des fois, c'est que on recrute toujours au même poste. C'est pas tout à fait vrai. Ça se résume par la phrase que tu as dit, c'est-à-dire que pour l'instant, on a un surnombre en termes de milieux qui sont bas, mais on n'a pas de surnombre 6 parce qu'on n'a pas de 6, excepté Paredes, si tu joues vraiment avec Paredes, avec 2 chiens de garde qui sont devant, et à ce moment-là, c'est les 8 qui sont défensifs, comme c'était le cas à Moscou. On a toute la panoplie des milieux. On a Verratti, l'espèce de régista qui garde le ballon, on a Paredes, le régista qui casse les lignes par le pied, on a Marquinhos qui peut le laisser. Et maintenant, on a un 6 défensif. À voir si on peut en faire quelque chose. On a la panoplie, alors qu'en 8, on n'a pas la solution. En soi, sur papier, si, Drax. Même Neymar, c'est Neymar pour moi, le 8 du Paris Saint-Germain. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas meilleur dans la zone de 30? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il peut énormément. Si tu joues en 4-3-3, je pense que Neymar en 8 peut énormément apporter. Surtout qu'il fait des efforts défensifs quand il est 8. Moi, je ne connais pas tant que ça, sinon Danilo. Je l'ai vu jouer de temps en temps à Porto, de temps en temps à Portugal.
Lionel, juste Max 17 le compare à Loudiara un peu. Est-ce que tu es d'accord sur le profil? C'est exactement. En fait, quand je le vois jouer, je veux dire que c'est le Alou Diarra de luxe, mais un luxe entre guillemets, quoi. On va dire que c'est un très bon Alou Diarra, mais c'est pas un joueur exceptionnel, mais au niveau enfin, par rapport à notre effectif, quand on regarde, on a quand même pas mal de joueurs assez fins, etc. On n'avait pas ce joueur capable de, de vraiment mettre de l'impact. Et sur les coups de pied arrêtés, enfin, qu'on l'a vu ou non, la perte de Thiago Silva est quand même assez importante. On peut le voir depuis le début de la saison. Lui, il sécurisera aussi bien défensivement et offensivement, il est capable aussi d'aller marquer de la tête son corner. Donc ça rajoute plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, Tu vas confirmer ou pas? J'ai entendu dire qu'il mettait aussi des fois des frappes des 25. Mais bon, après, ça paraît Ouais, bien. un but par an, ouais. il a une belle frappe, ouais. Une très belle frappe. C'est un bon joueur. C'est pas. On va dire on a essayé de comparer. Il y a des gens qui ont demandé si c'était une plus-value par rapport à Gay. C'est deux joueurs qui sont pas comparables. Lui, il va apporter devant la défense cette capacité à, à mettre de l'impact, à récupérer. Et surtout, contrairement par exemple à Gay, il est capable de recevoir un ballon au jeu, de se retourner là où Gay a cette difficulté lorsqu'il reçoit un ballon, de pouvoir faire un contrôle en se retrouvant dans une position d'aller vers l'avant. C'est soit il reçoit le ballon déjà positionné 8, et dès qu'il est en position basse, il a du mal à se retourner pour partir vers l'avant. Lui, il est un peu plus à l'aise dedans. Mais voilà, je ne vais pas raconter en disant que c'est un joueur exceptionnel, on a fait le casse du siècle. Non, ça, c'est un bon joueur, mais il ne faudra pas s'attendre à avoir du Thiago Motta ou du Busquets. Et par contre, je pense que c'est un profil qu'on n'avait pas. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et en plus, Et à partir de là, tu peux envisager de construire différemment. Et si il s'avère être ce profil-là, c'est pas tellement le joueur qu'il faudra juger, c'est Bien Tourelle. sûr, bien sûr. C'est comment est-ce que Tourelle utilisera et organisera son équipe avec cet apport-là. Bien sûr, mais moi, c'est pour ça que je te rejoignais quand on parle de l'arrivée de Rafinha sur Verratti. C'est-à-dire que le fait que Verratti a tendance à vouloir être un peu partout dans cette zone de terrain, si tu as un joueur, maintenant, enfin, c'est ta Draxler en plus qui revient à bon niveau, plus Rafinha, donc ça fait deux profils 8-10 et un vrai 6, je ne suis pas sûr que Verratti sera le premier choix de Tuchel parce que peut-être qu'un joueur comme Paredes qui est plus à même à rester dans sa zone sera plus complémentaire avec un Danilo qu'un Verratti, par exemple. Ou enfin, peut-être Verratti comprendra. Ouais. c'est C'est pour ça que enfin, plus illusoire. c'est pour ça que j'ai dit enfin. Non, mais ouais, si c'est un Aloudia, c'était pas un peintre techniquement non plus. Ouais, c'était pas un foot de guerre, mais au moins faire sous pression la passe correcte. Ouais. Bon, on verra. On verra ça aussi. Ça reste une petite inconnue. Pour Rafinha, là, il y a l'équipe et le Parisien qui confirment les négoces et qui dit c'est du 50-50. 50-50 et le Mundo Deportivo dit que c'est fait. Voilà, le Parisien et l'équipe dit qu'il y a bien des négociations, mais c'est un dossier compliqué et ils estiment à 50% de chance. Comme les gens écouteront l'article en direct. C'est vrai. Après l'article de l'équipe concernant Rafinha date d'il y a 1 heure et demie, je crois, alors que l'info que tu as sorti sur Mundo Deportivo. Ouais. Ça date de 9h46, donc il y a un petit peu plus qu'un quart d'heure. 25 minutes. Ouais, non, mais c'est important la précision quand on fait un podcast basse. Eh ben, on n'est pas à Rafinha, est-ce que là, du coup, c'est un milieu haut qu'on n'a pas forcément. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que pour vous, du coup, vu le prix, en plus, il y a peu de risques, apparemment, 3 millions sous forme de bonus, donc ce serait pas vraiment une grande prise de risque. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Drayas, qui voulait R8? Oui, à moi, mais je ne connais pas. Lionel, est-ce que tu connais un peu? Alors, pas plus que ça. Enfin, j'ai déjà vu jouer un petit peu. J'avais vu aussi un peu à l'Inter. Juste pour revenir à Pereira rapidement, j'ai pu comprendre que son salaire, c'est 1,2 million d'euros par Saint-Germain annuel. Ah oui, donc on est loin des 5 millions 5 de Gay. C'est exceptionnel, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, comme lui, c'est un salaire aussi bas. C'est le salaire de Baker, limite le salaire de Danilo Pereira. 1,2 million. Gay est à 6. Ah oui, donc là, on est vraiment aussi dans une
restructuration de la grille salariale de Leonardo, ce qu'il avait dit d'ailleurs. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça, ce serait une très bonne nouvelle. Oui, si c'est vraiment son salaire est à 1,2 million. C'est ce que j'ai lu, je crois. Je faudrait confirmer, mais c'est ce que j'ai lu, que c'était 1,2 million son salaire. Après, pour revenir à Rafinha, je l'ai vu jouer un peu. On va dire qu'on aurait préféré avoir son frère, mais on va se contenter. Le Contrara, à l'arrivée, on le voulait. On l'a. Mais non, c'est un bon joueur. Après, voilà, on va se retrouver avec 6-7 minutes de terrain qui sont à un niveau correct européen. Peut-être Verratti qui intrinsèquement est au-dessus, mais après, il faut qu'il discipline son jeu. Mais Verratti, sur le papier, c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Hein. Oh non, mais je suis. Sur le papier. Hein. On est entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faudrait que ce soit au-delà du papier. Ouais, on est d'accord. Mais Rafinha, oui, ça me rappellera un peu le milieu de terrain de Liverpool, qui est champion d'Europe. Maintenant, c'est à Tuchel de mettre en place quelque chose de cohérent et d'aller. Tu verrais Danilo dans le rôle de Fabinho et Rafinha dans le rôle de Wijnaldum. Exactement. Et puis, il manquera Anderson. Et dans l'absolu, quand on regarde, celui qui ressemble un peu plus à Anderson, c'est Paredes. Hein. Ah. Ou Herrera. Est-ce que Verratti sautera? Ça, j'en suis pas sûr. Rafinha, après, moi, personnellement, je préfère, parce que je connais un peu comment les supporters sont. Je ne veux pas je ne suis pas un anti-Verratti, comme je ne suis pas un anti-Neymar ou quoi que ce soit. C'est des joueurs qui sont exceptionnels. Et on attend toujours beaucoup plus de ce genre de joueurs. On n'aura pas la même attente sur un Idrissa Gueye que sur un Verratti ou un Neymar. Ce sont des joueurs qui, voilà, quand on a de tels joueurs, on a envie que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, qu'ils puissent s'épanouir et pouvoir être dans les meilleures conditions pour s'exprimer dans le club. C'est logique. Mais il faut arrêter, comme on peut le voir partout, dès qu'on critique Neymar, dès qu'on critique Verratti, aller supporter l'OM, etc. C'est n'importe quoi. Ouais, Rafinha, je le connais un peu plus que Danilo. C'est un vrai 8 pour le coup, qui est capable de faire des passes décisives, de marquer. D'ailleurs, je donne ses stats, même si ça. Bon, bref, 249 matchs pro, 43 buts, 30 passes D. Donc c'est un milieu décisif, parce qu'on n'a pas forcément ça non plus. Après, de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'à Barça, il a joué une centaine de matchs, mais c'était beaucoup dans un rôle d'impact player ou dans des matchs, on va dire, où il reposait les titulaires. Mais il a plutôt fait le taf. C'est aussi un joueur qui a pu être utilisé milieu droit parfois. Donc c'est vraiment un joueur qui a plus d'allure offensif que les milieux qu'on a. À l'Inter, pareil, il avait été prêté plus dans un rôle de remplaçant qui rentrait, qui faisait le taf. Où j'ai le plus vu, c'est au Celta Vigo, notamment sous Luis Enrique, où il était très très fort cette année-là. Et l'année dernière, il a été reprêté au Celta Vigo avec Oscar Gracia, l'ancien de Saint-Etienne, comme coach, et il était très plaisant. Donc au Celta Vigo, c'est le club où il a été titulaire, il a été très bon. C'est un club de seconde zone, et dans les grands clubs, c'était plus son impact player, mais il faisait le job. Donc à ce prix-là, je pense qu'on ne va pas s'en plaindre. Vous allez découvrir, peut-être, ou non. Dreas, tu voulais parler donc, du mercato plus global, le fait que ce soit que des recrues qu'on n'avait pas vu venir, alors qu'on avait beaucoup parlé d'Ali, de Bakayoko. Ça. Est-ce que ça s'est dit sur le contexte Covid? Les deux. Mais je pense que il y a eu énormément de papiers qui sont sortis sur les 2 dernières semaines, je pense en réaction à toutes les rumeurs, parce que Paris a été associé à un nombre de joueurs incroyable sur le dernier mois. Ça a défilé, on a vu des noms passer de manière discrète et d'autres revenir avec insistance. Et à l'arrivée, si tu fais le bilan sur la majorité de ces noms, il y en a certains pour lesquels il y a eu des propositions, mais sur la majorité de ces noms, il n'y a même pas eu des propositions, il y a juste eu des prises de contact, et tu as eu quelques papiers qui sont sortis récemment, comme quoi Léo était un mec très secret, que son adjoint serait au courant de temps en temps, mais même pas toujours, que blabla, il y a toute la mythologie qui se met autour du personnage. Les joueurs contactés ne savent pas si ce sont des priorités ou non, d'ailleurs. Voilà, exactement, etc., qui manie le chaud et le froid. T'as Tourelle qui va parler, oui, j'ai besoin de joueurs, il y a 4 jours. T'as Léo qui dit oui, s'il n'y a pas de le lendemain, je finis. T'as Léo qui le lendemain qui va dire oui, mais si jamais il n'y a pas de joueur, il faut se faire une raison. Et là, t'arrives le dernier jour, t'as eu Florenzi, personne n'avait vu venir, qui arrive gratuit avec une option d'achat à 8 millions d'euros, qui pour l'instant apporte vraiment satisfaction. Un salaire assez faible. Aussi, avec un salaire raisonnable. Et là, aujourd'hui, alors que t'entendais parler de rien, tout à coup, bam, tu te réveilles, t'as trois joueurs, et les trois... 2,5 pour le moment. Oui, pour l'instant 2,5, mais les trois représentent
a priori au moins une plus-value. C'est-à-dire que le joueur qui faisait le plus peur, c'était Joao Mario ou je ne sais pas quoi, ou etc. Mais en fait, ça, c'était juste encore un contre-feu. Et à l'arrivée... Je pense que l'équipe a entendu milieu portugais, ils se sont dit c'est Joao Mario. Mais tu n'as aucun joueur où tu dis ah ben non, pour aucun, tu peux te dire clairement c'est une erreur de casting. T'en as certains pour lesquels tu vas avoir des questions, etc. Mais voilà. Et là, il y a à la fois le contexte, mais il y a le style de Léo. Léo ne sait pas vendre, mais Léo ne s'est peut-être pas recruté par rapport à une logique de moyen terme. Mais il y a une chose que Léo sait faire, et peut-être que pour ça c'est le meilleur du monde, c'est d'être capable de créer. C'est pas seulement d'être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent, c'est d'être capable de créer des opportunités dans des contextes qui paraissent impossibles. Parce que tu mets beaucoup de directeurs sportifs avec le peu d'argent que tu as, je suis pas sûr qu'à l'arrivée tu puisses avoir 3,5 joueurs, ou peut-être 4, ou 3 ou 4, mais joueurs de ce niveau-là, avec ces profils-là, qui sont des profils qui manquent à l'équipe, qui potentiellement peuvent apporter quelque chose et qui permettent à l'entraîneur, qui offre un vrai éventail de choix à l'entraîneur. Et c'est quand même mettre en avant, on a pas mal critiqué tout à l'heure Léo, il faut quand même mettre en avant ça, parce que c'est assez costaud quand même. En fait, on est en train de faire un petit mercato à la Séville, un peu. Il y a eu le mercato intelligent entre guillemets complètement foiré avec Rico et Rezé. On est peut-être dans un mercato intelligent d'une autre gamme, on verra. Après, ce qui manque à Leonardo, c'est à côté de lui quelqu'un qui serait vraiment capable de gérer toute la partie formation, etc. Ce qui, j'ai l'impression, ne l'intéresse pas plus que ça, lui. Après, sur sa capacité de négocier, etc., et sur la vision qu'il a au niveau de l'équipe première, oui, il n'est pas critiquable. Et quand on voit c'est plus que négocier, Lionel. C'est pas quelqu'un qui a l'écoute des opportunités, c'est un mec qui va créer des opportunités en allumant des feux, des contre-feux, en appelant 10 000 mecs, etc., etc. Et à la fin, il arrive à créer quelque chose qui font que tu te retrouves avec des solutions. C'est pas seulement quelqu'un qui négocie. C'est-à-dire que c'est pas une fois que le mec est à la table, il va négocier ça, qu'il va obtenir un bon truc. C'est qu'il a créé des opportunités là où, a priori, il n'y avait rien, quoi. Rappelle-toi, il y a 3 jours, on était en train de se dire bon, on va recruter personne. Ouais, c'est vrai. Après, une autre question. Oui, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire une autre question, une double question, tiens. Est-ce que déjà le mercato est réussi au vu du budget, première question, et deuxième question, est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement quand on voit que quand il y avait carte blanche, il a pu faire des Piatek à 40, des Paqueta à 40 à Milan, ou même l'année dernière 30 millions sur Gay, 30 millions sur Diallo. Est-ce que l'arrivée, c'est pas une bonne nouvelle de plutôt faire de ce genre de profil de joueur, mais à un coût réduit, Seb? Là, ta question est très orientée vers une critique. Je n'arriverai pas à la même conclusion que toi. Je dirais que pour l'instant, c'est fort. Et la première partie de la question, c'était quoi déjà? Est-ce que c'est un mercato réussi au vu du budget? C'est-à-dire un budget quasi nul. Tu peux pas dire le contraire. Non, tu peux émettre des réserves sur ci, sur ça, mais tu peux pas qualifier ce mercato de raté. Et surtout si effectivement tu signes Rafinha, tu te retrouves rappelons-nous, il y a 3 jours, on partait du principe qu'on allait avoir juste Florenzi et Le Tellier comme recrues. Laisse Le Tellier pour la fin. Ah pardon. On pensait qu'on allait avoir que 2 recrues, c'est-à-dire qu'on était en train de se dire on a réussi à boucher le trou du 3e gardien et on a fait un bon coup, mais un bon coup qui posait question, et puis ça s'arrête là. Et à l'arrivée, tu te retrouves avec 3,5 bons coups, peut-être 4. On le verra, mais oui, voilà, qui posent des questions, mais qui en tout cas offrent de vraies options à l'entraîneur. Des solutions peut-être pas, tu vois, c'est là. La Tourelle, il peut plus mais en tout cas, il a tout à coup de vraies options. Et oui, en aucun cas, tu peux qualifier ce mercato de raté. Lionel? Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Braias. C'est pas le mercato de rêve, mais c'est un mercato qui nous permet aujourd'hui d'avoir un effectif plus qu'intéressant. Tous les postes sont plus ou moins doublés. Non, c'est un bon mercato. C'est pas le mercato de rêve, mais c'est un bon mercato. Et compte tenu des circonstances, c'est grande délai ou pas. Après, là où je suis d'accord avec Basto. Basto, il s'appelle. Oui. Je fais un peu comme toi, j'ai oublié, non? Lui, c'est normal. T'es mal barré si tu commences à être comme ça, hein. Non, chez le médecin. Je plaisante, mais pour revenir à ce que disait Basto,
ça nous a permis quand même de ne pas investir des sommes faramineuses sur des joueurs, de donner des contrats, comme on peut le voir aujourd'hui, avec des joueurs qui sont invendables parce que ils ont un train de vie au club qui fait qu'ils ne veulent pas partir. Ça nous permet de se restructurer et je pense que c'est vers ça que le Paris doit aller sur les prochaines années, c'est revenir à une grille salariale qui se rapproche de ce qui se fait ailleurs pour que quand on a besoin de se débarrasser d'un joueur, qu'il soit capable de trouver aussi bien, voire mieux ailleurs. Et quitte à peut-être avoir une équipe avec moins de joueurs fantasques, mais quelque chose qui soit un peu plus cohérent. Surtout Ouais, quand on voit... ce qui serait bien, c'est que si on a de l'argent, qu'on arrive à trouver un mix entre justement recruter un vrai joueur confirmé Oui, et faire des coups comme ça, bien de sûr. joueurs qui, c'est des coups, si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, qu'ils sont vendables parce qu'ils n'ont pas un gros salaire, Voilà. pas un gros contrat, parce qu'il y a une option derrière. Ce serait bien qu'on s'oriente dessus. Et ça peut être un mal pour un bien sur le moyen long terme. Surtout que, par exemple, tu prends un joueur comme Idrissa Gueye, je pense que c'est pas sur le salaire que tu arrives à convaincre un Idrissa Gueye Non, de venir. sur Donc, la durée du contrat, plus le salaire. oui, non, mais je veux dire pas, c'est que Ah oui, non, il aurait pu venir autrement qu'en plus, c'est voilà, ça. Oui. c'est que sportivement, tu es capable de convaincre un joueur comme ça. Que tu surpayes, je sais pas moi, un Thiago Alcantara, par exemple, si tu allais sur lui, ou des joueurs de ce profil-là, à la rigueur, ça s'entend. Tu te dis, voilà, le risque est mesuré, tu as peut-être peu de chances que ça échoue. Mais que tu surpayes des joueurs comme, par exemple, même Draxler, à l'époque, quand on va chercher Draxler, on était les seuls sur lui. Il n'y avait pas un club allemand qui était intéressé par lui. Même en Europe, il n'y avait pas non plus full. Donc, Oui. il y a des fois des choses qui ne se comprennent pas quand on négocie des salaires. Tu te dis, mais Gabe, il n'y a pas de concurrence. Draxler, il n'y a pas de concurrence. Enfin, pourquoi on se retrouve avec des salaires de ce niveau-là, quoi. Donc, si on revient à quelque chose qui est un peu plus logique, Si on peut inverser la courbe de la grille salariale, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle pour le futur. il faudra bientôt qu'on discute de nos amis Neymar et Mbappé. Surtout Mbappé, à mon avis. C'est différent, ça. Tu peux Ouais. pas, tu peux pas, tu peux Non, pas, non, tu mais peux pas je faire comprends avec pas ces par rapport à joueurs-là l'ensemble. sur le long terme. Non, mais il y a un paramètre à prendre en compte qui est et c'est immesurable, c'est la problématique, la quantité d'argent que te rapportent ces joueurs. Par exemple, si Je ne on parle pas prend, de leur salaire, je parle de leur futur au club. Non, ah, je ça, me en cause le. mais juste sur Voilà, oui. les Sur ça. salaires, que ces joueurs-là soient payés des montants tels. Ah oui, mais Quand, ça c'est si on sûr. prend, si Ça, on prend ne serait-ce que non, mais je finis juste, si on prend ne serait-ce que le deal avec Accor, le deal qu'on signe avec Accor qui est extraordinaire, et puis la quantité de deals, le fait de signer Neymar et Mbappé, ça t'a permis de signer une quantité de sponsors. Faut pas oublier qu'il y a 3 ans, on était retoqué par l'UEFA parce qu'on avait un contrat avec Qatar, le truc, je sais plus quoi, tourisme, le truc de tourisme du Qatar qui a été retoqué et qu'à l'heure actuelle, ce deal n'est plus d'actualité. Et on avait commencé à être moins dépendant de ce deal et on a vraiment réussi à arrêter d'être dépendant de ce deal grâce à la venue de Neymar et Mbappé. C'est-à-dire que c'est des joueurs que tu payes une somme folle, mais qui te rapportent énormément derrière. oui, Énormément derrière. moi, je parle de ça, du fait que de toute façon, s'il faut les prolonger, ce sera forcément via une augmentation de salaire. Donc, quand je dis qu'il faut en parler, c'est que aujourd'hui, on le voit, chaque saison, même si ce sont des joueurs exceptionnels, ça complique la construction de l'effectif. Et à mon humble avis, l'année prochaine, ce sera l'année où il faudra faire le choix entre garder un et en vendre un. J'ai Mais du mal à croire c'est là, qu'on où c'est restera avec. paradoxal. C'est là où c'est paradoxal, dans le sens où si tu veux, tu n'aurais pas signé ces deux joueurs. À l'heure actuelle, tu serais dans une situation où tu serais toujours sous le coup du fair play financier, en fait. Et non, mais si tu veux, non, mais t'as raison. C'est-à-dire que à la fois, c'est quelque chose qui nous plombe financièrement, mais c'est aussi quelque chose qui nous a sauvés financièrement. Ah non, C'est un paradoxe total, et c'est pas si simple de se sortir de ce paradoxe une fois que tu es rentré dedans. Mais en même temps, par rapport, si tu prends en compte où était Paris quand Colony est arrivé, etc., par rapport à notre croissance, en fait, c'est le fait d'avoir signé ces deux joueurs, c'est sans doute ce qui nous a permis de maintenir ce rythme de croisière. Et alors, dans un temps, s'il n'y avait pas eu le fair play financier, ça aurait été différent. Mais dans un temps de fair play financier, à la fois, ça nous a mis dans la merde au niveau du fair play financier, mais ça nous a sauvé aussi au niveau du fair play financier par les contrats de sponsoring que tu as signés.
etc., par le fait d'avoir pu construire ton budget de manière complètement différente plutôt que d'être complètement subventionné par l'État du Qatar. Et c'est paradoxal. Et donc, effectivement, c'est des joueurs qui te pompent beaucoup de ressources avec lesquelles c'est complexe de construire. Mais c'est des ressources qui ont été nécessaires pour la construction du club. C'est-à-dire qu'avoir un jugement dessus, il faut vraiment faire une étude très précise pour avoir un avis sur la question, parce que c'est imbriqué, c'est à la fois un problème, mais c'est aussi une solution, quoi, en fait. Mais à mon avis, je pense qu'à l'année prochaine, le Paris Saint-Germain arrivera au moment où il faudra faire un choix. Ça, sans doute. Et puis il y a le fait que, mine de rien, le fait d'avoir fait signer ces deux joueurs, puis une finale de Coupe d'Europe, puis etc., t'as fait grandir ta fanbase. Il y a un truc duquel je t'ai pas dit d'en parler, mais en fait, PSG s'était retiré de LoL. Vous vous souvenez de cette histoire? LoL, le jeu. Voilà, le jeu qui est le jeu le plus connu, etc., etc. Ben, il se trouve en fait que PSG est derrière, et donc t'as une équipe qui vient de Taïwan qui joue avec le maillot du PSG, et t'as une équipe qui vient de Chine qui joue avec le maillot du PSG. Ça fait rentrer et ça s'appelle PSG. Non, c'est pas pour l'argent. L'argent paye, PSG paye, mais c'est juste que tu es en train de construire et de grossir ta fanbase en Asie. Et si tu veux, en fait, tu vas devenir à un moment assez fort pour que, effectivement, un départ d'un des deux, bah, finalement, et tu vas pouvoir rentrer dans quelque chose de plus vertueux. Mais toute la problématique, c'est il y a plein de gens qui critiquaient le fait d'avoir recruté les deux, et effectivement, ça posait plein de questions, mais ça a aussi amené plein de solutions, et les choses sont pas si simples, et les conclusions à tirer sont pas si simples sur cette période. Il y a quand même eu un blocage sportif depuis 3 mercatos. Qui paradoxalement aurait peut-être été pire si tu les avais pas recrutés. Ou pas, ça on peut pas le savoir. Oui, on pourra pas le savoir, mais en soi, c'est à la fois ça a amené un problème, mais ça a aussi amené une solution, c'est ce que j'essaie de dire. Je suis d'accord avec Dreyas quand il dit ça, c'est que je pense qu'on a sacrifié pendant 3-4 années, mais ça nous a permis de construire derrière un modèle économique moins dépendant du Qatar. Et lorsqu'on devra faire le choix, parce qu'à mon humble avis, un des deux partira l'an prochain, parce que par rapport à leur situation contractuelle, ce sera difficile de prolonger les deux. On se retrouvera dans une position où on aura sûrement les moyens de pouvoir construire autour de celui qu'on aura choisi. Et renouveler l'effectif de manière cohérente. Alors, juste pour faire plaisir à celle qui vient de dire Grande Léo, Milan vient de se débarrasser d'un gros flop que Léo avait acheté 30 millions, à savoir l'Axalt, puisqu'ils viennent de le prêter au Celtic Glasgow. Grand joueur, grande recrue. Non, je rigole. Par rapport à ton coach c'est parce que le coach avait demandé énormément. Comment s'appelle encore l'attaquant là, de Milan, là, le Polonais que tout le monde voulait au Paris Saint-Germain il y a 2 ans? Oui, là il est au Hertha Berlin, je crois. Ah, ils l'ont prêté toujours au Hertha Berlin? D'accord. Ouais. Non, ils l'ont acheté, c'était un prêt avec option avant. Il l'avait acheté car ils l'ont vendu. Mais pour revenir à ton Grande Léo, je pense que oui, si on m'avait dit il y a 2 jours qu'on faisait Danilo Keane, Rafinha, j'aurais évidemment signé. Mais en fait, il y a le contexte Covid qui est encore là-dedans, c'est que je ne sais toujours pas. Léo marque des points dans sa sortie contre Tourelle et dans son mercato, c'est évident. Il remarque des points dans mon esprit. J'ai adoré sa première venue, tout le monde le sait, j'étais dubitatif de son retour. Maintenant, c'est encore une fois, là, on va dire que c'est un très bon mercato d'opportunités, mais on ne sait toujours pas toujours pas comment il peut anticiper dans son anticipation, mais même, on le sait déjà. C'est-à-dire qu'en soi, Léo, dans la construction et dans la vision à long terme d'une équipe, est-ce que c'est suffisant pour le garder les prochaines années? À la fois, il va céder aux caprices de l'entraîneur, et on l'a vu l'année dernière avec notamment Ganagay. Et peut-être même Danilo cette année. On ne connaît pas encore Danilo suffisamment pour voir son processus. À la fois, il va céder au caprice de l'entraîneur, à la fois, mais on n'a pas Enrique qui a été énormément critiqué au Paris Saint-Germain, et il y a des choses qui sont critiquables, mais il y avait des choses qui étaient bien avec Enrique, c'est-à-dire qu'il y avait une vision d'ensemble, et il y avait une cohérence, et tout à coup, on va... par exemple, ce qui est beaucoup critiqué par rapport à Enrique, c'est le fait d'avoir viré les U19. Enfin, non, c'est pas les U19. La CFA. Voilà, la CFA. D'avoir viré la CFA parce que c'était dans le cadre de sa vision. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on se rend compte que dans notre logique, indépendamment de Enrique, c'est une connerie, mais dans le cadre de ce que faisait Enrique, c'était une vision pour créer une passerelle plus importante, etc., etc. Il ne faut pas que ce soit une connerie aujourd'hui, on n'a pas besoin de la CFA. Oui, non, mais en soi, ce que je veux dire, c'est que Léo n'est pas Enrique. Par contre, Léo, les coups d'éclat,
les trucs où, en tant que supporter, il te fait fantasmer parce que tout à coup, il te sort du chapeau, je sais pas quoi pour ce truc. Là, il est très fort. Et c'est vrai qu'en Toi, termes de. comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'imagines bien en président légué avec un autre directeur sportif. S'il avait moins de. Parce que Léo, tu sais jamais Moins d'orgueil. tu sais jamais pour quel agenda il agit vraiment. Ouais. Est-ce qu'il agit pour être coach l'année prochaine? Est-ce qu'il agit pas pour être coach l'année prochaine? Est-ce qu'il agit pour prendre la place du président? Est-ce qu'il agit pas pour la place du président? Tu sais jamais où tu navigues avec Léo. C'est un politicien. Tu sais jamais où tu navigues avec Léo. Donc s'il était un chouïa moins comme ça, ouais, président du PSG, il serait parfait. Moi je vais dire un truc, c'est que je pense que le, le parcours Enrique Leonardo, c'est le fait du mauvais sens. C'est-à-dire que Leonardo a dû arriver d'abord pour pouvoir redonner au club, entre guillemets, une structure, un côté un peu plus... Bling comment? bling. Bling. Oui, et puis surtout redonner cette image de on sait où on va, ce qu'on avait perdu. Et après, arriver avec un Enrique qui a une vision plus ou moins à moyen long terme pour vraiment poser les bases, travailler sur la formation, etc. Mais surtout, le plus important, lui donner tous les pouvoirs. Bah ça, c'est depuis Léo Carlo, il n'y avait pas eu un directeur sportif qui a choisi son coach. On en revient toujours là, oui, ce sera toujours le problème. Et pour moi, tant que Doha ne comprendra pas que tu ne peux pas mettre un directeur sportif et un entraîneur et leur dire à chacun, ben, vous aurez les pleins pouvoirs, bah, ça ne fonctionnera pas en fait. C'est des Il y a un pas au PSG, et puis, mais c'est un débat qu'on soulève plus. À un moment, il était soulevé énormément. C'était Nasser quand tu parlais de Letang tout à l'heure et que Letang était directeur sportif, mais il n'était pas directeur sportif, il était adjoint directeur sportif. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il était adjoint de faire. Souviens-toi qu'à l'époque, il était adjoint directeur sportif, de en sachant qu'il n'y avait pas de directeur sportif à l'époque. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que, et Nasser, à ce moment-là, était énormément critiqué parce qu'il voulait mettre la main partout et il faisait un peu n'importe quoi. Et Nasser est l'homme de Doha et il est très bon. Tu vois, par exemple, il est très bon au niveau de la Ligue 1. Il est reconnu par ses pairs, par ses apports, hein, notamment au niveau des négociations pour les trucs. Il a été à la fois mis en avant par les petits clubs et par les gros clubs. Enfin, il est vraiment très bon. Mais est-ce que c'est vraiment le président du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est vraiment le président dont le Paris Saint-Germain a besoin? Je n'en suis pas sûr parce qu'il est trop discret et quand il est présent, il n'est pas bon. La justice tranchera. Mais moi, j'ai envie de poser une question par rapport à Nasser. C'est est-ce que c'est lui qui prend vraiment les décisions? Est-ce que c'est lui qui a décidé, par exemple, Tuchel? Non. Oui, mais il a son mot à dire. Il a clairement son mot. Est-ce que c'est lui qui a vraiment décidé pour le retour de Leonardo? J'en doute. Est-ce que c'est lui qui a décidé du départ d'Enrique? Pareil, j'en doute. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, tous ceux qui sont à Paris, surtout dans la partie sportive, sont plus ou moins des pantins. Mais c'est la limite, c'est là où j'en venais, en fait, si tu veux. C'est la limite du fait d'être la propriété du Qatar. C'est là où, mine de rien, les Émiratis ont mieux fait le taf à Manchester City. Avec quelqu'un qui va vraiment donner les pouvoirs à un directeur sportif, qui va vraiment donner les pouvoirs, qui avait un directeur sportif, il va avoir de vrais pouvoirs, un directeur qui est beaucoup plus en retrait, ou soit, bon, en l'occurrence, eux, c'est le directeur, c'est l'Emirati. En fait, les Émiratis, au début, ont fait un peu comme Qatar, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont un peu flambé, ils ont mis X millions sur Robinho, X millions sur machin, et ça n'avait pas fonctionné, et du coup, ils ont eu la sagesse, ou pas, de se retirer, justement, de donner le pouvoir sportif en disant on n'a pas la compétence. Le président reste Émirati, oui, et c'est là, on ne le voit pas. Voilà, mais c'est là où les Qataris, tu peux pas attendre, tu vois, par exemple, il y a le fantasme de comment il s'appelle, Sarko en tant que président, mais c'est un fantasme, mais voilà, enfin, il faudrait c'est pas mon fantasme. Il faudrait vraiment. Non. Il y a beaucoup de gens qui l'ont exprimé. Mais ce que je veux dire par là, c'est il faudrait en fait qu'il y ait une notion de directeur sportif qui soit le directeur dans les faits. Il faudrait créer ce poste-là à Paris et que ce poste-là soit pas tenu par un Émirati. Et que ce mec-là rende des comptes à Doha. Et voilà, parce qu'effectivement, c'est
Mais c'est à l'image du Paris Saint-Germain. Enfin, quand tu vois la structuration du Paris Saint-Germain, faut pas oublier qu'il y a quand même eu des grèves des employés du Paris Saint-Germain par rapport à des trucs, parce qu'il y avait des vraies incohérences, des vrais problèmes de salaire, des vrais problèmes de conditions de travail. Faut pas oublier les incohérences qu'il y a depuis je sais pas combien d'années entre l'équipe première, le centre de formation et tout ça. Ça va être partiellement résolu avec le nouveau centre d'enterrement, le centre d'enterrement. D'entraînement, mais il y a vraiment besoin d'une cohérence. Et pour l'instant, Nasser, aussi bon soit-il, et il est bon sur la Ligue, et il est bon sur plein de choses depuis qu'il est plus autant aux manettes qu'avant, mais il incarne pas une présidence du Paris Saint-Germain, il incarne pas cette cohérence qui permet notamment d'éviter des cacophonies comme on en a en ce moment entre le directeur sportif et l'entraîneur. Tu seras d'accord avec ça? Non. Je pense que tu seras d'accord avec tout ce qu'a dit Drayas. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi, je pense que à la rigueur que Nasser est président, ça ne me dérange pas. Mais c'est-à-dire que pour moi, les pouvoirs sportifs ne doivent plus être à Doha. Mais au-delà des pouvoirs sportifs, le pouvoir du décideur de comment les choses s'organisent dans la vie quotidienne et etc. C'est au-delà du sportif, en fait. C'est le président tout court. Mais ça, c'est le problème du PSG depuis le Qatar. C'est un vaste débat qu'on a depuis des années. On a failli oublier à quel point notre professionnalisme, j'ai complètement oublié de le faire dans mon point du jour. Alors, Lionel, tu ne m'as même pas corrigé là-dessus. Oui, toujours là, Lionel. Ouais. Lionel ne m'a même pas corrigé là-dessus. Et Drayas, quand j'ai posé la question, m'a dit « Je n'ai pas eu le conducteur. » Donc, on est à fond. C'est le tirage de la Ligue des Champions. Ah oui, mais... oui, quand même. Oui, quand même, je ne l'avais pas mis du jour. En faisant mon intro tout à l'heure, je me suis dit il y a ça. Donc, je vais vous demander justement votre avis sur ce tirage. United, Leipzig et le Başakşehir Istanbul. Seb, qu'est-ce que tu penses de ce tirage donc? Parfait. Et pour quelle raison? Parfait parce que c'est un mix entre les deux. C'est ni le tirage trop facile, ni le tirage trop dur. Moi, je crois qu'il y a un truc qui est super important en Ligue des Champions, c'est de garder son influx nerveux pour la deuxième partie de saison. C'est-à-dire les matchs où ça te consomme, où effectivement tu vas super mal jouer. Alors, je ne sais jamais si c'est le match d'avant ou le match d'après que tu joues super mal, mais en tout cas, un des deux que tu joues super mal parce que c'est juste ça te consomme trop. Et quand tu les as dès le début de la saison, c'est compliqué et tu te retrouves en fin de saison, tu es épuisé. Et quand tu as d'autres matchs comme ça, c'est pas bon. Et à l'opposé, tu as plein de gens, et ils ont raison, qui disent la Ligue 1 est un peu trop faible, c'est pas mal pour se situer, pour pouvoir tester des joueurs, d'avoir des confrontations un petit peu élevées. Et là, on est tombé sur un Manchester United qui a des années-lumière d'être le Manchester United qu'on a joué il y a 2 ans. Qui est un Manchester United qui est beaucoup plus cohérent. Qui commence très très mal sa saison. Oui, qui a toujours pas trouvé de cohérence derrière, mais un Bruno Fernandes qui a complètement éclairé le jeu de Manchester United. Ils ont un effectif plus fort qualitativement et quantitativement qu'il y a 2 ans. C'est pas Pogba qui a éclairé le jeu, c'est Bruno Fernandes, qui est un joueur extraordinaire. Lui, tu le prends en 8 à Paris. Voilà. Mais voilà, tu as Manchester United, il y a qui d'autre? Il y a Porto. Leipzig, oui, non, c'est pas Porto. Il y a Leipzig qui est le dernier demi-finaliste de Ligue des Champions, qui a fait peut-être un complexe de petit poussé et qui va vraiment pas être une équipe facile. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a pas le truc qui va trop nous consommer, mais en même temps, on est obligé d'être concerné, on est obligé d'être sérieux, on ne peut pas prendre ça à la légère, et je trouve que c'est parfait. Lionel, même avis? Oui, moi, j'aime beaucoup le groupe. Deux très belles équipes, Manchester United et Leipzig. Aussi, comme a bien dit Drayas, United ne commence pas super bien la saison, mais ça reste quand même 2 belles équipes sur le papier. Après, je pense que Paris est un petit peu au-dessus de ces 2 équipes, mais c'est une bonne chose, et puis ça permettra de voir de beaux matchs et puis de pousser un peu Tuchel dans ses retranchements. J'attends beaucoup Tuchel cette saison. Je pense que c'est un entraîneur qui n'a pas donné tout ce qu'il peut donner au club. Je pense que cette saison, il sait plus ou moins qu'il y a de fortes chances que ce soit sa dernière. J'ai envie de voir si, dans ce cas-là, il sera capable de mettre en place les idées qu'il a pu mettre en avant quand il était à Dortmund et donner une identité de jeu enfin à cette équipe. A priori, Paris doit viser quand même la première place du groupe à l'extérieur. Et une autre place, ça serait. Et un petit truc, c'est que Cavani fera ses adieux au parc avec United, peut-être, du coup. Puisque
que Cavani s'est engagé 2 ans. Cavani a posté un post sur Instagram très touchant. Puisque c'est trop tard, etc. Il a expliqué pourquoi il n'avait pas parlé plus tôt, parce que les équipiers étaient concernés par la Ligue des Champions. Mais il avait, au moment d'expliquer sa relation avec les supporters, il avait la larme à l'œil et c'est un très beau message et à voir pour ceux qui n'ont pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas vu non plus. On verra ce que donne cette poule. Moi aussi, je partage votre avis. C'est un tirage presque parfait. J'ai oublié de parler de notre truffard, Alexandre Letellier. Vous m'excusez. Vous m'excusez là-dessus. Je laisse Drayas s'exprimer. Oui, il le connaît très bien. Il l'a vu beaucoup à Angers et en Division 3 belge. Voilà, mais mais c'est pour un poste de troisième gardien. Ça permet de prêter Boulka. C'est un ancien Titi. Clairement, le mec, il va aimer Paris, il va accepter sa situation, il est content de venir. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Oui, entre deuxième gardien à Angers, troisième gardien à Paris, j'espère qu'il est... Surtout les formés au club, donc pour la liste... Pour la liste de Ligue des Champions, c'est vrai que il compte comme formé au club. C'est un ancien Titi. On verra ce que donnent toutes ces recrues et les prochains matchs. La Ligue des Champions arrive très vite, puisqu'on va jouer 3 fois en 3 semaines. Donc on aura une plus grande idée. Merci Drayas, merci Lionel d'avoir participé à ce podcast. Merci. Et on se retrouve très vite. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bye. Ciao tout le monde.